Si ça a fonctionné, on relance, on refait les médias. J'attends juste que la salle elle se remplisse à nouveau. Coucou à ceux qui sont sur YouTube pour le replay. Le programme, bon, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, mais on va parler de pas mal de sujets. On a eu une petite coupure à l'instant à cause de SFR qui a des soucis aujourd'hui. J'espère, je croise les doigts pour que SFR ne replante pas dans la soirée parce que ça m'a complètement tout buggé. Donc là, je viens de relancer la machine en espérant que ça fonctionne enfin. Mais voilà, on va essayer d'aborder les sujets que j'avais prévus pour ce soir. Anne-Sophie Lapix qui est confirmée qui ira sur M6, le compte Serfia qui serait racheté par Pierre-Edouard Serrin, Rachida Dati qui veut le scalp de Delphine Ernotte. Quel avenir pour Delphine Ernotte? Est-ce que c'est vraiment inquiétant? Barbara Lefebvre sur un siège éjectable aux grandes gueules. RMC BFM pas content. Merci Fabrice de me suivre. On a aussi l'avenir de Léa Salamé et on va faire un petit tour des audiences. Vous avez bien aimé ça, mais les audiences des chaînes info ces 3 derniers jours parce que on a eu un rapprochement des audiences qui était assez dingue. Donc on va essayer un peu de s'intéresser à l'ensemble de ces sujets, voir aussi un peu ce que vous en pensez vous, comment vous vous situez par rapport à tout ça, et, euh, et je pense que ça va être le plus intéressant. On va essayer de vérifier un peu toutes ces infos là. Salut Trésapi, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Je viens de relancer le live, je l'avais lancé, je l'ai relancé, j'ai eu un petit souci avec la box SFR, puisque SFR a un gros souci. Il faut savoir, voilà, SFR, ça appartient à Patrick Drahi. On n'est jamais très loin, les télécoms ne sont jamais très loin des médias, hein, parce qu'aujourd'hui, les uns vont avec les autres. Orange a longtemps proposé des chaînes de télévision. SFR, ça a longtemps été BFM, RMC. J'ai trop pensé à un live de toi quand j'ai vu cette news aujourd'hui. J'ai suggéré que M6 lui ferait une belle place. Ouais. Mais pour le moment, ça va être c'est la Pix qui est sur M6. En tout cas, c'est un gros mercato de la part d'M6 qui est en train de monter. Et donc ouais, comme je disais, les télécoms, Bouygues, TF1, Orange, Free aussi. Et Xavier Niel, il a de la place aussi dans les médias. Donc voilà, là, Drahi, je sens que il va pas rester encore longtemps à la tête de SFR. Ouais, la Pix, ouais. Mais je pense que c'est un bon coup on va en parler là. Je pense que c'est un bon coup pour M6. Très intéressant. On sent vraiment que David Larramendi fait un mercato qui marque sa patte, qui marque ses ambitions et son projet de faire un renouveau, de donner un nouveau visage à M6. Alors c'est vrai que c'est un visage qui sont très divers. Ils n'ont pas de vraie figure de l'info, elle va l'incarner parfaitement. C'est vrai. Bah, en fait, ils avaient les présentateurs de leur JT, mais est-ce que ils avaient des personnes avec cette capacité de tenir un entretien, d'aller chercher des politiques? C'est assez intéressant d'aller chercher une Lapix quand tu sais qu'ils sont partis chercher un Hanouna, qui sont pas du tout au même niveau. Donc on devrait avoir une chaîne très éclectique avec une offre assez nouvelle et en même temps une Lapix qui est une marque aujourd'hui un qui est même un produit d'appel en fait. Aujourd'hui quand on a Anne-Sophie Lapix, c'est un produit. Ah, Kenza, t'es de retour. Anne-Sophie Apix, c'est un produit d'appel. Ouais, je pense que vous avez du mal à revenir, c'est bizarre. Il y avait plus de monde tout à l'heure, mais les gens vont revenir petit à petit, je pense. C'est vraiment, il y a eu, ça m'a fait planter tout à l'heure, mais il n'y a pas de raison que, là j'ai relancé, donc normalement c'est tout beau, tout propre. Il n'y a pas de raison que ça replante davantage. Donc autant commencer. Moi, ce que je voulais faire, c'est déjà remettre un peu le contexte de qui était Anne-Sophie Lapix. Anne-Sophie Lapix, c'est une journaliste qui a quand même fait quasiment tous les groupes. On l'a vu, voilà, elle était longtemps sur TF1, LCI. euh, on l'a vu du coup à la présentation du 20h TF1. Ensuite, elle a rejoint le service public. Elle a fait du coup C'est à vous. Ensuite, elle a récupéré le 20h de France 2. Le 20h de France 2, pendant des semaines et des mois et des années, elle a été remise en question, elle a été pointée du doigt. Euh, Beaucoup de personnes voulaient sa tête en fin de chaque saison, et ça c'est assez compliqué pour elle, parce que pour le coup, Anne-Sophie Lapix a quand même passé quasiment tout le temps de sa carrière à la tête du 20h de France 2 à être la cible
de ses détracteurs. Et chaque été, moi je me souviens, chaque été, on disait Anne-Sophie Lapix sur le départ, on veut la changer, avec tous les noms qui pouvaient suivre. Ce qu'il en a été, c'est qu'elle est restée quasiment pas loin de 10 ans à la tête de, un peu moins, du coup 8 ans je crois, à la tête du 20h de France 2. C'est est-ce que tu sais déjà qui va la remplacer à la tête du 20h? Bon, on en parle juste, on va en parler, mais a priori, on se dirigerait, je vais dire, on dirigerait parce que rien n'est visiblement signé pour le moment. On se dirigerait vers Caroline Roux, qui devrait être la personne. Voilà, comme dit Théo, c'est Caroline Roux. On va dire, on est à 80, allez, 75%, c'est Caroline Roux. Mais tout est possible tant que rien n'est signé et que tout peut encore évoluer. Donc la Pix, elle était vraiment mise en difficulté d'année en année. On a pu voir quand même que elle a essayé de tenir la dragée haute, en tout cas sur le plan éditorial. Elle a proposé quelque chose de nouveau, avec son ton à elle, un ton parfois avec du sourire. Donc parfois, ça n'a pas plu à certains. Certains politiques ne voulaient plus se rendre sur son plateau. Elle a été refusée lors de débats entre deux tours par le clan d'Emmanuel Macron et le clan de Marine Le Pen. Donc on voyait que c'est une journaliste qui fait peur aux politiques, donc c'est aussi ça qui est intéressant. Merci Purple pour le follow. C'est une politique aussi intéressante, c'est une journaliste politique qui est intéressante pour ça, parce qu'elle fait peur aux politiques, mais en même temps qui était problématique pour France 2, parce que il y a des politiques qui voulaient plus venir sur France 2. De plus, elle devait être là pour réduire l'écart avec TF1, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a zigzagué comme ça, mais grosso modo, Anne-Sophie Lapix n'a pas réussi à réduire l'écart avec TF1 et le journal TF1 a toujours une très très belle avance sur le journal de France 2. Donc a été décidé, donc là c'était il y a quelques semaines, qu'Anne-Sophie Lapix quitte France Télévisions, sauf que, à la base, Delphine Ernotte voulait quand même la conserver au sein de France Télévisions, voulait la garder sur son antenne. Et mais pour Anne-Sophie Lapix, elle s'est fait écarter de France 2, elle voulait rester au 20h de France 2. Elle s'est fait écarter du 20h de France 2, elle a dû se dire, là c'est moi qui utilise du conditionnel, je dis, elle a dû se dire, ce qui paraît assez logique, on va mettre dans un placard. Elle fait son job, les professionnels politiques n'aiment pas de ça. Tu crois pas en Salamé, pour toi elle va refuser. Salamé c'est possible aussi, mais je mise plus sur une Caroline Roux où là tous les indicateurs la désignent pour le coup François. Euh, mais ouais, Manzou, je suis assez d'accord avec toi. Franchement, si on doit refaire les médias, on enlève CNews et BFM dans un premier temps. Oui, après c'est chacun. Je mettrai pas CNews et BFM sur le même plan. Mais voilà, pour Anne-Sophie Lapix, je pense que le fait de se dire, je vais me retrouver dans un placard à France Télévisions, peut-être à animer Le Grand Échiquier, enfin des émissions, un peu comme Claire Chazal, ce qu'elle a actuellement, c'est quelque chose qui ne devait pas lui plaire. Elle se dit, moi j'aime la politique, j'aime l'action, j'aime le mouvement, j'aime le challenge. Voilà, ça fait partie aussi de ce que je parlais, c'est ces femmes qui ont à la fois, qui sont une marque, qui ont une stature, qui ont une renommée, qui peuvent attirer. Non, Paul, non, non, elle est du Pays Basque. Et puis ça n'a pas vraiment de rapport pour le coup. Donc elle a dû dire je veux le challenge. Et là M6 se sont dit c'est jackpot, c'est génial, c'est génial. David Laramendi, il a eu son année de transition, mais là il a vraiment les manettes. David Laramendi a les manettes. Il a remplacé comme il s'appelle Nicolas Taverneau et il s'est dit on va essayer vraiment de rechanger toutes les grilles d'M6. On va la relancer en mettant de la force. Donc on a eu la surprise avec Hanouna. Je suis pas certain que ce soit un bon choix. On va voir quand même. C'est ton avis, hein, j'entends. Hein, elle fait trop marquer France Télé. En fait, ce qui est assez intéressant dans le choix d'Anne-Sophie Lapix pour moi, c'est qu'elle vient pour faire du Anne-Sophie Lapix. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que son créneau n'existait pas à M6. C'est qu'M6 c'était une chaîne de divertissement qui s'essaye à l'information, qui fait des bons scores sur les cibles commerciales, ce qu'on appelle les FRDA, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Donc sur ça, ça paraissait plutôt intéressant, mais ils avaient envie d'entrer dans la cour des grands. Et entrer dans la cour des grands, c'est sur des années politiques comme on est en train de les vivre, c'est-à-dire la possibilité d'une dissolution à tout moment, des élections municipales où on pourrait avoir un chamboulement de couleurs politiques et une élection présidentielle qui va être très attendue avec du coup 2027 un nouveau président puisque Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. Et donc M6 a besoin
d'une voix, ils n'ont pas de chaîne d'information aujourd'hui, donc ils n'ont pas de grande voix, de grande marque, et aller chercher la Pix, on sait à l'avance qu'elle sait faire des entretiens, ça va être quelque chose, pour moi je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Déjà animateur de Fort Boyard à cause d'Ernot. Alors tout à fait authentique. Donc c'est pour revenir sur le mercato. Donc David Larmendi il va nous chercher Hanouna, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est un coup qui est fait par M6 d'aller chercher celui qui portait C8. Maintenant, quelle mesure Hanouna va arriver au sein du groupe M6? Ça, faut attendre septembre pour pouvoir vraiment faire une vraie analyse des émissions qu'il va avoir. Est-ce qu'il sera bridé? Est-ce qu'il aura une totale liberté? Est-ce qu'il va aller dans le dérapage comme on a pu voir? C'est la question. Ensuite, authentique, tu parles d'animateur de Fort Boyard, donc tu parles d'Olivier Mine. Est-ce que Olivier Mine, quelle émission aura Olivier Mine? De quelle manière Olivier Mine va pouvoir se démarquer, prendre de la place, peut-être récupérer un incroyable talent que Karine Le Marchand n'aimait pas spécialement animer, le faisait plus par fidélité envers M6 que vraiment par passion, c'est pas ce qu'elle préfère. Et en effet, il l'a dit lui-même, hein, il s'est senti trop mis à l'écart par France Télévisions, donc il a décidé de partir. Et ça, personne l'a vu venir. C'est ça la force d'Olivier Mine. Ils veulent challenger la 1 et la 2, c'est ça, ouais. Elle a raison, ainsi elle va rebondir au lieu d'être précarisée. Moi, je pense que c'est un très bon choix de la part d'Anne-Sophie Lapix. Bah, Nuna Light, on va voir. En vrai, je ne sais pas trop ce qu'Anouna va pouvoir donner dans ce que M6 est en train de construire, c'est que entre Lapix et Hanouna, on fait le grand écart quand même. On est vraiment sur deux univers bien écartés. Après, bah, tout est possible. On sait que voilà, Hanouna, il va quand même essayer de faire un peu de politique parce que sur Fun Radio, il y aura Olivier D'Artigol, ancien porte-parole du PCF, qui sera aussi sur tout beau tout neuf. Mais voilà, ça va donner quand même quelque chose qui va être assez intéressant. Franchement, Ernotte, Sébastien est viré aussi à cause d'elle, je peux pas l'avoir. Ah ouais, je sens authentique. Bah, on va en parler d'Ernotte parce que son avenir peut être incertain aussi. Son avenir peut être incertain aussi. On va en parler plus tard dans la soirée. Alors la Pix, je voulais le communiquer. Sur M6, elle proposera chaque semaine un grand entretien dominical avec une personnalité qui fait actualité. Donc, pour moi, grosso modo, c'est une sorte de l'entretien de 7 à 8. Ouais, le grand écart, Anne-Sophie. Je pense qu'elle va avoir l'équivalent de l'entretien que fait Audrey Crespo-Mara sur TF1. Je pense qu'elle va le proposer du coup sur M6, peut-être même dans 66 minutes, voilà, ou dans un truc grand format, pour avoir une grande personnalité qui fait actualité, qui marque, parce que l'entretien, elle sait faire. Ce rendez-vous régulier propose un regard éclairé et exigeant sur les grands enjeux, nanani nanana. De plus, Anne-Sophie Lapix aura des grands primes événementiels consacrés aux grands sujets politiques, sociétaux et d'actualité. Donc c'est là où on va l'attendre. Ils vont la chercher. En gros, ça va être Madame Breaking News. Il va se passer quelque chose. Et je sais pas si vous vous souvenez des plateaux d'M6 qui faisaient ça vraiment dans des petits placards, donc dans des petits studios. Ils n'ont pas d'énormes studios comme peuvent avoir TF1, France 2 ou même BFM TV. Peut-être qu'avoir Anne-Sophie Lapix, ça va être aussi le moment d'investir dans des plus grands studios et donc d'investir dans des soirées plus thématisées, plus marquées comme celle-ci. Donc ça va être assez intéressant. Il faut savoir qu'Anne-Sophie Lapix ira à la télévision, mais aussi à la radio. On retrouvera Anne-Sophie Lapix sur RTL à la rentrée. Pour l'instant, elle part un peu rapidement et M6 n'a pas encore de vrai projet précis pour elle. Bah, en gros, elle a l'entretien du dimanche. Elle aura des primes, mais donc je pense que ça va être en fonction de l'actualité politique. Ouais, tout à fait, Manza, tout à fait, elle avait Dimanche Plus, je crois, sur Canal Plus. T'as une bonne mémoire. Mais elle aura des primes. Sur RTL, elle récupère RTL Soir, donc qui était dirigé par Yves Calvi. Donc Yves Calvi, on lui retire une tranche, donc Yves Calvi n'a aujourd'hui plus de tranche. C'est eu le 6. Exactement, bah tu vois, je lance sur Yves Calvi. Yves Calvi, on sait pas encore, parce qu'en fait, c'était un peu la grande annonce aujourd'hui, la Pix qui remplace Yves Calvi. Yves Calvi, si je pense il reste sur RTL, devrait basculer le week-end. Peut-être qu'Yves Calvi va vouloir se dire, je change de crémaillère. Un Sud Radio, par exemple, a perdu Bourdin. Est-ce qu'ils iraient pas chercher un Calvi? Est-ce que BFM ne va pas essayer de se récupérer un Calvi aussi? Donc, il connaît la maison. Donc, il y a des possibilités comme ça d'évolution. Calvi pourrait
pour moi, soit Calvi récupère une tranche week-end sur RTL, sorte de petit placard en mode Pépé, t'as pris de l'âge, soit il va aller sur une chaîne plus basse, mais avec, on va dire, le prime de la chaîne. Donc, la matinale de Sud Radio, arriver sur BFM TV pour le remarquer. Ce qui peut venir sur Canal+, bah Canal+, la chaîne n'existe en soi plus sur la TNT, donc il y a plus beaucoup d'investissement sur la chaîne Canal+. Au sein du groupe, ça serait aller sur CNews. Tout est possible. J'ai du mal à imaginer Calvi sur CNews, mais tout est possible. Tout à fait, ouais. Calvi était déjà sur BFM TV, donc il est possible qu'un Calvi aille sur BFM TV. On dit pas plutôt je change de crémière. Oui, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Merci authentique. J'ai fait une Jamel Debbouze qui se mélange les pinceaux avec les expressions françaises. Pour Calvi, dur après un matinal il y a un an, il perd le soir maintenant. Ouais, ouais. Après, c'est la volonté de remettre du neuf. Mais c'est toujours compliqué, bien sûr. C'est toujours compliqué. On voit l'évolution. C'est aussi ça, les médias. C'est aussi un choix qui peut passer de l'un à l'autre. Maintenant, il a eu une belle carrière. Il a encore une belle carrière et je pense que son téléphone devrait sonner. Il va sonner plus que certains journalistes qui vont être en difficulté. Donc, ce grand projet d'Anne-Sophie Lapix sur M6, il est plutôt intéressant. Peut faire une crémaillère dans sa nouvelle crèmerie. Ouais, c'est ça. Euh, donc moi, je trouve ça plutôt intéressant. Je trouve que c'est pour le coup, en commentaire de ce transfert, je trouve que c'est un transfert qui est plutôt intelligent de la part d'Anne-Sophie Lapix. C'est un challenge parce que c'est un territoire. Au pire sur TF1, bah TF1, il y a plus beaucoup. Peut-être sur LCI. Il a déjà été sur LCI, hein. Mais pareil, il faut trouver de la place. L'histoire, c'est toujours trouver un emplacement. Et je pense c'est comme un joueur qui est enfin. Douché aux 20h. Douché, t'as dû te tromper en écrivant, je pense, authentique. Mais moi, je pense que c'est une bonne décision de la part de Nancy Lapix, en tout cas qui correspond au fait, bah, tu perds le 20h, bah, allons chercher les challenges sur M6, allons faire de la radio. Ça va être intéressant à voir, je pense, dans l'entrée de septembre. Et voilà, c'est le sujet. Ah, Drucker au 20h. Ouais, on met des petits jeunes. En fait, le truc, c'est qu'elle va avoir tout l'été aussi pour préparer sa rentrée d'M6. Donc là, c'est le moment, ce mois de juin, ça me paraît assez logique. Pour moi, ça semble assez logique de le faire maintenant et de pas avoir encore la marque estampillée et ça devrait arriver. C'est une espèce journalistique rare de nos jours. Bah, en tout cas, moi, je trouve qu'elle est bonne intervieweuse. Je l'ai encore vu ce soir faire l'interview de comme il s'appelle, de l'ancien Premier ministre de Villepin. Et punchy et très merci Patrice de m'avoir suivi et assez intéressante donc pour le coup j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire sur M6 et on lui souhaite le meilleur évidemment. Elle quitte du coup le 20h de France 2, ses adieux seront dans 10 jours le 26 juin prochain. À la base ça devait être mi-juillet mais elle devait rester à France 2. Là c'est dans 10 jours, donc qui dit dans 10 jours, en fait il y a deux choix. Soit c'est dans 10 jours et du coup c'est son Joker qui la remplace. Donc c'est Julien Arnaud qu'on verra après le 26 juin. Donc c'est le Joker été. Soit, merci ta mère m'a suivi, soit on sait avant le 26 juin qui la remplacera à la rentrée de septembre. Mais parce qu'en gros le 26 juin, elle fait ses adieux. Elle dit c'est au revoir tout le monde. Donc là, les chaînes, elles ont déjà plein de contacts. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Caroline Roux, possibilité, forte possibilité. Léa Salamé, le Parisien en a parlé, on en parlera tout à l'heure, mais Léa Salamé. Il y a toujours la piste Benjamin Duhamel, mais il est encore sur BFM TV. Donc ça dépend si il décide de lâcher, mais je pense pas. Là, on est à 2-3%. Et surprise, tout est possible. Je pense qu'un Mohamed Bouafsi aimerait énormément récupérer aussi le 20h de France 2. Tout le monde, je pense beaucoup de personnes le veulent, ce 20h de France 2. Est-ce qu'un Julien Bugier aimerait basculer du midi au soir pour devenir titulaire? Est-ce qu'un Jean-Baptiste Marteau, qui a toujours postulé aussi pour, euh, pour les grands JT, aimerait venir? Est-ce que Julien Arnaud aimerait devenir titulaire? Et donc du coup, il mettrait quelqu'un? Tout est possible. Jean-Baptiste Arnaud pour l'intérim avec Julien Arnaud l'été. Clairement, il y a tellement de possibilités. Il y a Jamel Mazi aussi qui fait le week-end, qui a déjà fait des remplacements. Maya Loquet. Il y a un choix
qui est assez conséquent, même si le choix qui semble le principal, c'est celui sur Caroline Roux pour l'année présidentielle. Comme ça, aux 20 h, Caroline Roux, le visage de la politique, de l'interview politique, sur France 2, va recevoir les candidats, les représentants de partis, va organiser des débats, va faire la bascule. Tout ça, je pense quand même qu'on devrait s'approcher d'une Caroline Roux. Tu dis des noms pas assez bankable. Mais le truc, c'est qu'il faut pas oublier, François, c'est on est sur France Télévisions. France Télévisions, c'est un budget qui est décidé par l'État. Et donc, c'est des budgets qui sont chaque année de plus en plus réduits. On ne faut pas s'attendre à ce que France Télévisions sorte le chéquier pour prendre une star. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain, il n'y aura pas de star. Donc, forcément, la différence, c'est que c'est difficile de d'à la fois avoir quelqu'un de bankable, efficace, challengeant. Ils ont essayé avec Anne-Sophie Lapix. Tout est possible. Mais oui, Maya Loquet, clairement possible. Pourquoi Anne-Sophie a été virée de France 2? Peux-tu me le rappeler, s'il te plaît? Bien sûr, Patrice. Alors, elle a été... l'objectif de Anne-Sophie Lapix, c'était de réduire l'écart d'audience avec TF1. Elle l'a pas fait. Elle n'a pas creusé l'audience comme certains voudraient l'imaginer, et ça c'est très facile de s'attaquer. Mais c'est surtout qu'elle l'a pas réduit. C'est-à-dire que, en gros, les audiences elles ont fait ça, et l'écart c'est quasiment, des fois ça s'est réduit, des fois ça rallonge, mais ça s'est quasiment stabilisé. Donc sur l'audience c'est ça. Ensuite sur l'aspect politique, ça pour France Télévisions ça devenait de plus en plus compliqué que ça journaliste du 20 h soit refusé par des partis politiques, par Emmanuel Macron, par Marine Le Pen, par des politiques assez importants. Et donc ça commençait un peu à coincer du côté d'Ernotte, du côté de Stéphane Simon Gomez, le numéro 2 de France Télévisions, du côté d'Alexandre Cara, directeur de l'information. Et je pense que ils ont dû trancher en se disant, double année politique à venir, il va falloir aussi avoir quelqu'un qui se fasse accepter par les politiques et ne pas se retrouver à chaque fois à devoir faire des négociations. Et c'est là où le profil de Caroline Roux va pouvoir permettre aussi de lâcher du lest parce qu'elle les connaît bien les politiques. Et des noms comme Aurélie Casse, Ophélie Meunier, débauchée d'M6. Ophélie Meunier, ouais, ces noms sont, enfin, tout ça est complètement possible, Cerise. Euh, Tout ça est complètement possible. Les noms que tu donnes. Après, pour moi, je pense qu'Aurélie Casse, on est vraiment, tu vois, c'est encore du célébdo. Je pense que ça va commencer elle va prendre sa marque petit à petit. Euh, mais il va falloir, tu vois, peut-être lui donner encore plus d'espace. Je pense qu'Aurélie Casse, c'est quelqu'un qui peut encore grandir, qui a une capacité aussi pour pouvoir faire des talks encore plus grands que juste le célébdo. Mais peut-être passer d'étape à étape. Ophélie Meunier, ça serait le choix, là, du coup, plus presque de la starification du 20 h, parce qu'on sait pas vraiment ce qu'elle vaudrait, même face à des politiques, et ça, c'est plus compliqué. Bon, ça creusera encore plus avec une personne fade, mais oui, oui, bien sûr, François, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut trouver l'entre-deux, et que, moi, après même moi, je pense qu'une Caroline Roux, au moins, elle est connue des politiques, et elle commence à être connue des visages de France Télévisions. C'est la magouille encore, elle est mettée en difficulté. TF1 fait plus d'audience car c'est la une, c'est juste psychologique chez les gens et non qualitatif. Bah oui et non. Oui et non, TF1, parfois France 2, il y a comme des gens qui arrivent à faire la bascule. On prend par exemple Laurent Delahousse peut faire des énormes scores. Laurent Delahousse, qui est d'ailleurs, selon les rumeurs, donc toujours à prendre du conditionnel, sur la sellette pour des JT du week-end, mais parfois il arrivait à réduire un peu l'audience, et que parfois en fait, quand on arrive à convaincre sur France 2, les gens peuvent aller sur France 2. Mais oui, TF1, ça reste l'ampleur, notamment au 13 h, là c'est très difficile. Ouais, ouais, Poplitique, Cyril Hanouna. Non, non, il ne sera pas. Je peux tutoyer. Non, ouais, tu peux me tutoyer à Loustic, y a pas de souci, bien sûr. On est entre nous là, on est entre nous. C'est ce que j'aime aussi dans ce format sur TikTok, c'est que c'est on parle comme ça, on débat et vous avez tous la parole. Tant que c'est pas dans l'insulte, c'est dans les attaques. J'ai vu tout à l'heure une insulte passer, je les lis pas, ça sert à rien. C'est un peu dans le vent. Votre système politique doit changer ainsi que les droits audiovisuels. Ah, il faudra que tu creuses un peu plus. Ça sera Aurelica, c'est sûr. Ah bah authentique, si tu le dis, je t'attends. Jamel Mali dans le futur, c'est pas mal, je pense. Ouais, Jamal,
Jamel est très 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 bon. Je le connais un peu et il est très très pro. Euh, donc, euh, donc certainement, moi, c'est sûr. Je pense qu'il s'éclate pour le moment sur France Info. Il pourrait avoir plus d'amplitude aussi à l'avenir. Et donc, faut leur donner l'énergie. Pourquoi TF1 fait une superbe audience aux 20h? Bah parce que Gilles Boulot, il est pas mauvais. En fait, le truc, c'est que le JT de TF1 n'est pas mauvais. Le JT de TF1 et de France 2 sont des bons JT. J'ai vraiment pas peur de le dire, sont des bons JT. Gilles Boulot est un très bon présentateur du 20h. Et alors, il a un côté qu'on pourrait imaginer fade. Et je dirais même qu'il est même pas mauvais intervieweur. On peut se rappeler une interview récemment de Marine Le Pen. Et j'en parle souvent dans ce live. Il a fait une interview choc où il rentre dedans avec Vladimir Poutine. Gilles Boulot, c'est un charisme, c'est aussi une prestance, c'est le tonton, c'est le tonton qui rassure aussi. Je pense que c'est ça aussi qui fait l'audience, c'est que la Pix, je pense qu'elle était pas mauvaise, mais en face ils étaient pas mauvais non plus. Le nom de Salamé n'était pas évoqué pour remplacer Laurent de la Housse, justement de base. Oui, oui. Pour les Salamé, ça peut être semaine ou week-end, on sait pas exactement. En tout cas, ça semble être sur le papier. France TV est vraiment passé à côté de Jean-Baptiste Boursier, il est carré et calme face aux invités. C'est vrai, maintenant, bah, il est sur TF1 hein, aussi, hein, parfois. Les anciens de la TF1 aussi. Ouais, tout à fait, Boudu. C'est qui la plus grande star que t'as son numéro? La plus grande star? Bah, on va dire que euh, quasiment toutes les personnes de la télévision, j'ai leur numéro. Donc, ça dépend qui est pour toi la plus grande star de la télévision. Et j'ai son numéro. A priori. Il y a des grandes chances. Il y a, on va dire, 80% de chances. Anne-Sophie Lapix, évidemment, j'ai son numéro. J'ai dû, quand chaque été, on disait, et en fait, c'est même le travail des journalistes. Ça, c'est aussi le travail de tous les journalistes. C'est-à-dire que quand il y a une rumeur, il faut aller la confirmer à la source. Et donc, moi, le nombre de fois où j'ai la rumeur Lapix sur le départ de France 2, j'envoie un message à Anne-Sophie Lapix et elle me dit non. Et bah du coup, moi si j'ai qu'une source, je n'y vais pas. C'est ça aussi le travail de source d'un journaliste. C'est si je n'arrive pas à avoir plusieurs sources qui confirment mon information, je n'y vais pas. Si je fais une enquête sur Anne-Sophie Lapix, je dois pouvoir l'appeler pour aller vérifier cette information-là. Et donc c'est comme ça qu'on arrive aussi à vérifier les informations. Et donc tous les journalistes qui travaillent, on doit vérifier cette information-là. Et quand on fait un travail d'enquête sur une personne, on doit pouvoir lui donner sa réponse. Par exemple, à Anne-Sophie Lapix, est-ce que vous voulez commenter votre départ? Elle peut dire oui, je veux dire, tout se passe bien avec France Télévisions, ou alors non, je ne fais pas de commentaires. Et moi je mettrais non, je fais pas de commentaires. Jean-Jacques Bourdin arrive à Europe 1. Ah bon, ça c'est, tu as vu, c'est une rumeur que tu lances, Julien Garça ou c'est sorti? Si les petits noms passent devant Julien Arnaud, il pourrait mal le vivre avec son expérience Joker. C'est vrai, t'as raison François. Après, il est à la tête de la matière de tes matins. Salut Karim, j'espère que tu vas bien. Tu veux aller toi Kenza? Ou j'ai pas suivi. Gilles Boulot, prendre l'épaisseur en personnalité, peut devenir un très grand. Il l'est déjà, il est déjà. Pour moi, il a déjà marqué le 20h. Hein. Macron aussi, t'as son numéro non, pas directement. Salamé, la conjointe de Glucksmann. Tout à fait. T'en penses quoi de T18 Pour le moment, assez décevant, mais c'est un lancement. Et je pense que T18 va falloir juger T18 à partir de septembre. Pas de septembre. Anne-Sophie 0667. Attends, je, je vais voir si tu connais vraiment. Putain, non mais Poplitique, t'as regardé les médias, t'es obligé à regarder les médias parce que t'as vraiment le début du numéro. T'as vraiment le début du numéro, Poplitique. T'es un lascar. Non mais je sais pas qui t'es. J'arriverai un jour à te démasquer. Hein. C'est obligé. Hello, pourquoi subitement le Moscato Show n'est plus diffusé sur la Story? Il a pas toujours été diffusé, Poulet Taille. La grille du soir, c'est ok, la journée, c'est chaos. Je suis d'accord avec toi, Théo, même si je trouve encore, je suis pas fan du studio qu'ils ont mis pour T18 le soir, vraiment. Mais oui, oui, Poplitic a le début du numéro et c'est ça qui fait. Je viens de vérifier et je ne sais pas qui tu es. Un jour, je le saurai.
Donc voilà, donc là c'était un peu le sujet Anne-Sophie Lapix, rejoint M6. Bah à voir maintenant, on verra quel impact ça a. Je parle surtout des fils et autres. Des films, ah oui oui, des films. Oui, bah ils ont après là c'est l'offre qu'ils avaient prévu d'avoir et qui est pas si mauvaise. Qui est pas si mauvaise. Oui, c'est récent mais étrange de retirer aussi vite sans explication. Non. Tout à fait. Bah il y a peut-être Pouletai, il y a peut-être enquête à faire dessus. Peut-être qu'il prépare une chaîne quelque part. Agathe Le Caron quitte son émission sur France 2 également. Tout à fait Karim. Au Royaume. Et c'est Portolano, Marie Portolano qui devrait la remplacer. Je ne suis personne, j'ai juste un très bon carnet d'adresse. Mais politique, tu vas pas me faire croire que tu n'es personne. Tu ne peux pas avoir un très bon carnet d'adresse sans en étant personne. Ça n'existe pas, politique. Elle va faire quoi sur M6? Elle va faire des primes politiques, sociétaux, des entretiens tous les dimanches. Pour toi, Laurence Ferrari, la meilleure journaliste ouais, je suis pas convaincu, Bente, pas actuellement en tout cas. On va passer au prochain sujet. Bon, on le voit pas en entier, mais c'est la petite rumeur qui est sortie là, en fin de journée. Euh, mais elle va perdre de l'argent de fou. C'est la petite rumeur qui est sortie en fin d'après-midi, en fin de journée. C'est le compte Serfia. Donc ce compte qui est suivi par plus de 1,2 million de personnes. Le rachat de la 5 sur une chaîne dédiée au sport où il y aurait... Non. Pour les tailles, j'en ai déjà parlé dans... Je pense... Alors attends. Non, non, zone interdite ne s'arrête pas. Tu penses à coûter combien le rachat? Cher. J'ai pas le chiffre, je veux pas dire de bêtises, mais on peut s'approcher du million d'euros. Et le rachat de la 25, Chéri 25 a un cahier des charges qui l'oblige à être une chaîne dédiée aux femmes. Si CMA Media décide de changer la ligne éditoriale de la chaîne, elle doit faire une demande auprès de l'Arcom. Donc ça va demander un certain temps. Et pour le bid, Florian, c'est difficile à évaluer à ce stade. C'est parce qu'on n'a pas les audiences. Donc, ouais, donc ça peut être entre 500 000 et 1 million. Donc c'est un peu le coût, le coût qu'on n'a pas vu venir. Cependant, c'est important pour le moment. euh, cette information, elle a été confirmée par personne. L'information comme quoi le compte Serfia a été racheté par Pierre-Édouard Sterrin a été reprise par personne. Ce qui est important, c'est de rappeler qui est Pierre-Édouard Sterrin. Pierre-Édouard Sterrin, c'est un milliardaire qui a créé le projet Périclès. Donc c'est le projet Périclès, c'est une ambition de la part de Pierre-Édouard Sterrin de faire monter dans les médias. Serfia à la base, c'est à qui? Je vais Serfia, actionnaire. Pour moi, c'était à des personnes, chiffre d'affaires, qui se comptent derrière. Exactement. Comme dit Manzois, c'est... Euh, alors, bon, je peux pas le voir, mais je vois... C'est un jeune homme qui s'appelle Vincent Vladesco. Alors, il voulait à la base garder son indépendance. Il n'a pas gardé longtemps son indépendance. Serfia a été racheté par Mediane finalement, Rostu et le bras droit, etc. Bah, c'est ce qu'il en sort. En tout cas, le projet, ouais. Donc comme le disait Manzouana, c'est que le projet de Pierre-Edouard Sterrin avec Périclès, c'était de sponsoriser les courants de droite ultra-conservatrice et d'extrême droite dans les médias. Donc indirectement, c'est une sorte de Vincent Bolloré qui s'assume. Il avait essayé de racheter Marianne et les journalistes s'y ont opposé. Ils se sont opposés au rachat de par Pierre-Édouard Sterrin. Pierre-Édouard Sterrin, je crois, alors, sans me tromper, c'est aussi celui qui détient les smart box. Vous savez, les box où vous pouvez acheter des activités et les proposer en cadeau à vos amis. Euh... Morandini, il devrait aller sur Europe 1 et il reste sur CNews. Oui, c'est le fondateur. Et donc, moi, je suis tombé sur ce compte. Donc, que je ne connais pas assez, donc je prends avec des pincettes, mais ça rejoint un peu la théorie de Karim, qui explique que la marque Serfia est déposée auprès de l'INPI par société DM News avec un numéro de compte. Cette société DM News est aujourd'hui dirigée par une autre entreprise nommée Mediane.
donc c'est le fameux média dont tu parlais tout à l'heure, qui est elle-même contrôlée par une troisième entreprise qui s'appelle Adventure SARL. Cette société, le dirigeant est Monsieur Adrien Aversa. Il y a deux excellentes sur un en libre accès sur Mediapart et sur Oui, bien sûr, ouais, après sur le... ce monsieur Aversa est le fondateur et PDG de l'entreprise Marmelades, qui a elle-même été rachetée en février par Pierre-Édouard Sterrin. Donc, la marque Serfia appartient à DM News, appartient à Mediane, appartient à Adventure Sarl. Et donc, ça rejoindrait le projet Périclès. La réalité, c'est que moi, je veux quand même mettre du conditionnel. Vous avez raison de réagir comme vous le voulez. Ah ouais, tu croyais que c'était un compte chômeur Twitter. Bon, moi, là, vous avez un compte chômeur TikTok. Donc, on comprend pourquoi certains sujets sont mis en avant. Ouais, c'est possible. En vrai, moi, aujourd'hui, je peux pas vous le dire à l'indicatif parce que je n'ai pas la preuve complète que Serfia épouse le projet Périclès. C'est-à-dire que là, on a la preuve que Pierre-Édouard Sterrin a une ligne au sein du groupe Serfia depuis lors d'un chômeur millionnaire. Ouais, c'est ça, c'est un chômeur millionnaire. Un Michel Drucker sur EHPAD TV. Tu veux venir, Pierrot? J'ai reçu un message. Pierrot, si tu veux venir, tu me dis. Hein. Le compte Servia était beaucoup partagé sur les réseaux. Ouais, donc maintenant, le compte, il a cartonné comme pas possible. Il a tourné à très très grande vitesse. Terrain va nous faire un Musk via les réseaux pour promouvoir Retailleau pour 2027. Lui, son projet, c'est, comme je disais tout à l'heure, la droite conservatrice et l'extrême droite. Il s'en cache pas, il le dit, refermé. Donc, le danger qu'on a aujourd'hui, comme je te le dis, Olfou, c'est que Serfia, c'est 1,2 ou presque 1,3 million d'abonnés. C'est une puissance de frappe qui est monstrueuse. C'est des gens qui font confiance à des comptes Internet, à des comptes X sur Twitter, sans vérification de savoir s'il y a une rédaction derrière, des gens qui ont une carte de presse, qui font un travail journalistique. Ils ont hyper bien mené leur barque Serfia, en tout cas, ouais, carrément. Carrément. Et en fait, c'est tout ce système-là qui rend la chose extrêmement dangereuse et qui rappelle le danger des réseaux sociaux. Le danger du fait que c'est pas parce qu'il y a le petit truc bleu à côté là, le petit vérifié bleu, et que il y a une information qui est publiée qui est forcément vraie. Il est essentiel de se poser des questions, d'autant plus sur X, mais même auprès de moi. Hein, demander parfois, je vous vois me demander mes sources, et c'est important de le faire. Alors je vous l'explique, je vous le raconte, je vous montre même l'acheminement. Mais toutes les personnes qui sont sur Internet, qui sont sur les réseaux sociaux, qui vont délivrer de l'information, il est essentiel et important de savoir quelles sont leurs sources, quelles sont leur manière d'aborder l'info et quelle hiérarchisation ils en font. C'est-à-dire que moi, les sujets que je choisis aujourd'hui, c'est aussi une forme de ligne éditoriale que je vous propose. La ligne est très fine entre information et communication, faut faire hyper gaffe, tout à fait. D'ailleurs, tous les mecs d'extrême droite ont des pastilles bleues. T'as raison, All Food, c'est vrai qu'il y a ce truc un peu fou avec du coup peut-être cette envie euh, de piéger une personne lambda, c'est-à-dire que on le voit dans le traitement de l'information, d'autant plus voilà actuellement, c'est assez fou, on voit la situation au Moyen au Proche-Orient, les réseaux sociaux nous permettent quand même d'avoir un accès à l'information qui est bien différent que Julien Garcia il donne que des fake news sur les réseaux, sur le chat là par exemple, je vois depuis tout à l'heure. J'ai fui X au moment de la montée de Serfia et Artinfo qui ont fédéré une population extrémiste. Dit Trésapi. Je comprends, il y a pas mal de personnes qui ont fui X. Alors moi, j'y suis encore parce que des fois, il y a des blagues, des fois, il y a de l'info qui tombe dessus aussi. Mais ça rappelle que tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux n'est pas forcément vrai. Et en même temps, les réseaux sociaux sont aujourd'hui un lieu où on peut avoir un nouvel espace et on peut aussi faire un journalisme différent. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux, moi je peux pas être là devant vous et vous interagir avec moi et parler, et essayer de s'informer et faire du décryptage ensemble. On peut pas le faire sans la situation à Gaza, sans les réseaux sociaux, serait complètement différente. On, on peut quand même faire une critique sur la manière dont les médias
couvre l'événement qui est là-bas. Même là, actuellement, la situation entre l'Iran et Israël, il y a une approche médiatique, merci TikTok de suite, qui peut interroger. Moi, je parle toujours d'interrogation, il faut pouvoir se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on met telle ou telle chose en avant et pourquoi tel ou tel média va se positionner par rapport à ça. Et donc, les réseaux sociaux peuvent aussi donner une part à certains journalistes pour avoir un espace de liberté. Donc ça, c'est assez important. Iran-Israël, c'est nouveau. En tout cas, la couverture médiatique est toute récente. Il y a encore 2 semaines, on était sur les frères musulmans. Les frères musulmans, d'ailleurs, qui ont tous disparu. Je sais pas si vous avez remarqué. Ça aussi, par exemple, c'est des trucs qu'on pourrait passer toute l'année à se dire quelles ont été les vagues d'informations que nous, citoyens, avons pris en pleine face. C'est-à-dire qu'on s'est pris les frères citoyens en pleine face. Et aujourd'hui, la vague, elle est retombée et on est passé sur d'autres sujets. Donc, c'est aussi nous, en tant que citoyens, on doit pouvoir se poser les questions, de se dire pourquoi telle information est là, se dire parfois, on va peut-être stopper parce que ça peut être un peu dangereux. Le souci des réseaux, c'est que la ligne est mince entre information et propagande. Oui, ce que disait tout à l'heure Kenza, entre information et communication, c'est un peu la même chose. Oui, c'est ça, ils ont disparu, les frères musulmans, ils sont plus là. Hein. Ils étaient, il y a 2 semaines, ils étaient aux portes de nos immeubles, de nos écoles, et là, il n'y a plus personne. Et donc, en fait, c'est toujours la même chose. Soit on laisse la part à des médias d'agir comme ils veulent, et c'est aussi ça la liberté en France, mais c'est eux qui du coup nous régulent l'information. Soit avec les réseaux sociaux, on laisse une ouverture totale et on a du très très bon et du très très mauvais. Et faut aussi réguler. Et c'est difficile de trouver le juste milieu. C'est un peu comme dans le film Civil War de Marvel, pas le film Civil War qui est sorti récemment, Civil War de Marvel, où il y a un débat de fond dans le blockbuster qui est de savoir est-ce que les super-héros doivent réguler par l'État ou non, ou doivent agir de leur propre chef. Sur les réseaux sociaux, on agit de son propre chef, donc c'est fiable, mais sauf que qui peut gérer tout ça et à la télévision, c'est dirigé du coup par des milliardaires, on sait qui appartient à qui fait quoi, et donc c'est ça qui est assez intéressant. Euh, on bascule du coup à l'autre sujet. Je bois un peu d'eau. On profite, la salle se vide au moment où je vais parler de Barbara Lefebvre. Marvel versus Dragon Ball qui gagne. Toi, tu lances des débats, Karim. Alors, on dirait Romain Molinac la bouteille. Ah ouais, parce que parler, ça fait, on s'épuise, on s'épuise. Troisième sujet de la soirée. Les journalistes de BFM TV et RMC réclament l'exclusion de Barbara Lefebvre des grandes gueules. Là, pareil, on va vous remettre du contexte. Parce que elle n'est pas virée. Et Olivier Truchot veut la conserver. Il veut la conserver. Mais Barbara Lefebvre, c'est une accumulation de sorties qui engage quand même BFM TV et RMC ils l'emploient, ils la mettent comme une personne lambda autour de la table et ils oublient parfois de mettre du contexte. Alors, Barbara Lefebvre, excusez-moi. C'est quoi mon point de vue à moi en fait, elle a, elle est allée peut-être trop loin, qui fait que elle n'a pas compris les mises en garde qu'on a pu lui donner. Et ça, je trouve ça dommage. Ça, je trouve ça dommage. Et en effet, ces prises de parole, pour moi, peuvent euh, orienter la ligne éditoriale des grandes gueules. Même si la ligne éditoriale des grandes gueules est quand même une ligne populaire. Mais laisser quelqu'un dire il faut raser Gaza, il faut faire sortir tous les civils sont aussi coupables. Euh, Ces propos sont très violents. En fait, à l'inverse, si on avait une personnalité qui disait il faut virer les Israéliens, il faut
raser Israël, les civils israéliens sont coupables, cette personne sauterait de manière immédiate de tout média mainstream qui existe aujourd'hui. Et donc, Barbara Lefebvre, Madame Lefebvre, elle intervient à l'antenne en ayant dit ces propos-là, et on ne dit, et on n'agit pas. Et c'est ce deux poids, deux mesures, en fait, qui est gênant. C'est que soit on donne une liberté totale et on donne la vie à tout le monde, soit on le donne pas du tout. Euh, donc ça qui est compliqué. Je vais vous lire, du coup, le communiqué. Alors, il est pas, vous le voyez pas très bien là, mais je vais vous le lire. Il y a eu d'abord, en fait, les premiers propos. Barbara Lefebvre, elle a un long parcours. Comme quand on critique CNews. Oui, bien sûr. Bonsoir, c'est de l'apologie de crime contre l'humanité, elle mérite la prison. Mais en tout cas, s'il y a crime, il faut qu'il y ait procès. Truchot a soutien, ouais, tout à fait. Tout à fait. Faut se rappeler juste l'histoire un peu de Barbara Lefebvre, elle est un peu particulière. C'est une prof d'histoire géo à la base. Prof d'histoire géo, de collège, lycée. Et elle intervient dans un numéro de Des paroles et des actes face à un autre candidat en 2017. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle est alors une soutien de François Fillon. Et à l'antenne, on ne dit pas qu'elle est soutien de François Fillon. France 2 se fait taper sur les doigts et Barbara Lefebvre fait un coup d'éclat remarqué par pas mal de chaînes, etc. BFM TV en fait donc une nouvelle grande gueule. Avant le 7 octobre 2023, on peut dire, voilà, elle était de droite, mais elle prenait pas des décisions aussi radicales. Aujourd'hui, on a un communiqué du coup la SDJ de RMC, mais qui était partagé aussi par BFM TV. Dans celui-ci, les journalistes rappellent du coup que le 20 février dernier, sur le plateau d'I24 News, la chroniqueuse des grandes gueules Barbara Lefebvre a tenu les propos suivants. La plupart des kidnappés israéliens ont été kidnappés par des civils. Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou à un autre être payé au prix fort. On ne peut que soutenir le plan Trump et décider une bonne fois pour toutes que la bande de Gaza doit devenir une zone vierge. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs. Donc ça, c'est le premier propos. Entre le traitement des propos de Jean-Michel Apathy et ceux de Barbara Lefebvre, les temps changent. Oui, ou en tout cas, en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, Karim, c'est ce deux poids, deux mesures. C'est ce deux poids, deux mesures qui... Ce qui s'est passé, c'est que ces propos-là, ils ont fait polémique. Elle est revenue aux grandes gueules. Elle avait été quand même convoquée par la direction de RMC, qui l'avait empêché de revenir quelques jours. Mais elle est revenue à l'antenne. À l'antenne, elle s'est fait attraper par un auditeur qui lui est rentré dedans. Ça a mené voilà un long débat, un long clash. Oui, c'est hyper grave. Hein. Euh, Elle est toujours à l'antenne, ouais. Voilà, elle est encore à l'antenne. Pourquoi ils souhaitent absolument la garder alors que Mehdi Guezard était viré? Bah, Manou, il s'était expliqué en disant que il supportait un parti politique, alors que c'est pas le cas de Barbara Lefebvre. C'est leur position à eux. Hein. Ensuite, donc du coup, la SDJ a interpellé la direction pour lui demander de réagir face à cette déclaration qui peut s'apparenter à une apologie d'un crime contre l'humanité. Après avoir pris ses distances avec ses propos dans un tweet, la direction a fait le choix de maintenir Barbara Lefebvre à l'antenne, tout en la convoquant pour lui rappeler ses obligations. Barbara Lefebvre a cru bon d'assumer ses propos et les justifier au micro de RMC. La SDJ considère que la liberté d'expression est fondamentale et constitue l'ADN. Alors, il y avait ça, mais il y avait un... Là, on était... Ah, je me suis trompé, c'était le truc de février. Où je vais mettre BFM. Parce que Barbara Lefebvre, c'est aussi un autre communiqué. Il y avait aussi... Voilà, sinon je vous le... Voilà, il est là. Donc, il y a tout ce que je vais raconter. Semblant ignorer cette mise en garde, Guébari, désolé de l'orthographe, soutient les écolos, consigne cette droite. Ouais. Donc, semblant ignorer cette mise en garde, la chroniqueuse s'est vantée le 20 mai sur l'antenne de RMC d'avoir assisté au concert d'Eyal Golan, chanteur israélien qui appelle entre autres à effacer Gaza. Le 27 mai, Barbara Lefebvre figurait parmi les présentateurs d'un gala de soutien à l'armée israélienne où elle a animé un quiz durant lequel il était proposé au public de deviner la part de civils gazaouis morts depuis le début de la guerre.
Les SDJ considèrent que la liberté d'expression est fondamentale. Les invités ont le droit d'avoir des opinions tranchées et de les défendre à l'antenne. Donc ça, je soutiens aussi complètement à 100%. Mais la mise à l'écart temporaire de Barbara Lefebvre par la direction de RMC n'a visiblement pas suffi pour rappeler à la chroniqueuse que la liberté d'expression s'accompagne également d'un respect de la loi, de la dignité humaine, ainsi que de l'interdiction de diffuser des fausses informations et de nourrir la haine et les préjugés. C'est pourquoi SDJ de RMC et BFM demandons expressément à nos directions respectives de mettre fin à la présence sur nos antennes. Alors, tu vois pas le problème, Circus euh, si tu as un chroniqueur à l'antenne qui appelle du coup à raser Israël, si tu as un chroniqueur qui s'amuse des morts otages du 7 octobre, que dirais-tu? Tu te dirais qu'il faudrait continuer à laisser à l'antenne ou pas, Cyrus? C'est ça la chose. C'est que le deux poids deux mesures, il est là. Manu, oui, le quiz, il est réel, c'est complètement vrai. Et ce gars-là, il était assez lunaire. Il y a énormément de CNews et c'était assez fou. Consigny est plus dosé dans ses interventions quand même. Oui, Consigny, il est de droite, mais il apporte au débat, moi je trouve assez intéressant. Oui, il y a une captation tout à fait politique. Il y a la soirée de l'événement qui est sortie sur Arrêt sur Image. Ça se retrouve très facilement, c'est documenté sur Internet, vous le trouvez très facilement. Donc, si ça vous intéresse, on va pas euh, épiloguer sur la cérémonie de gala. Moi, je m'intéresse plutôt sur les choix éditoriaux et médiatiques. Là, on en arrive quand même, et c'est assez rare. C'est assez rare quand même d'avoir des SDJ. Donc, les SDJ, c'est pas des syndicats, c'est des sociétés de journalistes. Donc, c'est ceux qui représentent les rédactions, qui représentent les journalistes, une majorité des journalistes, pas les salariés, ils représentent les journalistes, qui en arrivent BFM et RMC à faire un communiqué commun pour appeler au départ de Barbara Lefebvre pour des propos, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, s'ils avaient été tenus par une personne qui critiquait, qui se moquait, qui s'amusait de la mort d'otages israéliens, ce ne serait jamais à l'antenne aujourd'hui. Jamais. D'ailleurs, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, ce deux poids deux mesures, il peut être dangereux parce que ouais, exactement, elle est prof d'histoire en plus, Manu, tu as raison. Ce deux poids deux mesures, il peut être dangereux parce que ça ce choix éditorial aussi peut être dangereux parce que ça ajoute de la haine à la haine. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin actuellement. Soit ça radicalise pour les pro-israéliens, soit ça radicalise les pro-palestiniens. Et ceux qui sont au milieu ne savent pas quoi faire. Euh, Tout à fait. Alors, avec Ivankat et Rush, tout à fait, pourquoi, tu as raison. Tu as raison, bien sûr. Alors, la différence, c'est que après Ivankat News, donc du coup qui appartient à Patrick Drahi, mais qui est une chaîne israélienne, franco-israélienne, qui n'est pas diffusée en hébreu d'ailleurs, mais qui est diffusée en arabe et en français et en anglais. Ivankat News, Israël n'est théoriquement pas l'ennemi de la France, et plutôt un allié de la France. Là où la Russie se positionne plutôt en ennemi. Personne ne pourrait faire un quiz, mais évidemment, Manu, tout à fait. Et c'est ça, en fait, qui pose problème. S'il y avait, alors, tout le monde était dans la liberté d'expression totale, on accepte tout, et moi, je suis peut-être pas pour qu'on accepte tout. Parce que ce soit les événements du 7 octobre qui ont été atroces, mais ce qui se passe en Palestine depuis des années et des années, c'est pas le truc qui donne envie de rire, de faire un quiz dessus, surtout quand ça a lieu en ce moment. Et puis, quand c'est pas fait par des humoristes, c'est encore plus mauvais en général. Exactement, on est théoriquement pas en guerre contre la Russie, mais on est théoriquement allié avec l'Ukraine. Pourquoi? Donc c'est une situation voilà qui est un peu particulière. On verra comment RMC, BFM va se va se positionner. Je me suis mis la clim, mais ça commence un peu à me prendre au nez. Donc je vais la couper, même si je n'y arrive pas. Je suis vraiment nul. Allez toi, éteins-toi. Voilà. C'est compliqué de mettre une limite en liberté d'expression, les humoristes. Bah déjà, je pense que quand t'es humoriste, ça passe mieux. Et après, il y a toujours des limites. Faut être drôle, faut se préparer, faut être bon. Et là, Barbara Lefebvre, voilà, salut les loups. C'est vraiment à voir. Comme prof du public, elle n'a pas
devant un retenu. Bah, je pense qu'elle l'est plus devant On va regarder ça. Je vais regarder ça. Parce que je sais que elle agite un peu. Mais Barbara Lefebvre, je pense qu'elle n'est plus prof. Elle a été enseignante. Mais je pense qu'elle a quitté complètement et s'est complètement engagée. Oui, elle est plus professeure. Elle était professeure à l'époque. Et elle était notamment prof pour les autistes aussi, je vois. Elle est professeure spécialisée. Elle est un peu borderline. Ouais, elle est plus que un peu borderline, hein. Il y a des humoristes qui font toute une carrière sans être drôles. Oh bah oui, bah Sophia Aram, et qui ont même du coup des chroniques dominicales. C'est dommage, c'est dommage. Mais après voilà, moi ça me dérange. En vrai, j'ai envie de dire Sophia Aram. Attendez, je dois juste leur dire que je suis actif parce qu'ils croient que je suis pas actif. Si je me mets pas à une tête de lion, ils pensent que je suis pas actif. Euh, Sophia Aram me dérange pas, mais j'aimerais le pendant, en fait. En fait, c'est toujours la même chose. Si Sophia Aram veut faire des éditos, des billets politiques, en soi, pourquoi pas? Allez. Mais le truc, c'est qu'on a toujours qu'une seule ligne, et que quand on est opposé à la ligne, on paraît du coup pour des extrémistes, pour des personnes qui peuvent être dangereuses. Et c'est plus ça qui est un peu compliqué. Ah, elle est redevenue prof en collège? Ok, Manu, excuse-moi. Bah, mea culpa. Et des prix de lutte contre le racisme, ils lui ont ils lui font un bon contradicteur en face d'elle. Oui. Et surtout, je pense que il faut mesurer ses propos. Surtout quand il y a une situation où il y a encore des gens qui sont morts et décédés, quoi. Euh, Guillaume Meurice, c'était le pendant. Bah, Guillaume Meurice, ouais, mais en fait, en termes d'impact, tu vois, il est là une fois tous les dimanches. C'est pas la même chose. Si t'es opposé à Ram, t'as le droit à l'édito sur Frontier et bientôt t'es 18. Ouais, carrément. On va passer. Je pense qu'on a fait le petit tour sur Barbara Lefebvre. Kevin Bossuet aussi prof d'histoire géo. C'est vrai que les profs d'histoire, ils sont chauds, hein. Ils sont chauds pour le politique. Barbara, lâche des bombes, mais je pense que c'est bien réfléchi. Ok, c'est ton avis des aides. On va passer au quatrième sujet de la soirée. Quatrième sujet. Vous avez certainement vu le numéro de complément d'enquête sur Rachida Dati. Donc il y a quelques semaines, Complément d'enquête a diffusé un numéro sur Rachida Dati. Faut savoir que ce numéro sur Rachida Dati, il était prévu il y a déjà un an. Grosso modo, Rachida Dati avait fait comprendre qu'elle ne voulait pas, ce numéro sur elle. Il n'y en a pas eu. Il y a eu les syndicats qui sont montés au créneau, au nom de quoi la ministre de la Culture empêcherait un numéro d'une enquête sur elle. Ça avait fait un peu parler. Sauf que Tristan Valex, il fait non, 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 moi on me censure pas, frérot, on fait l'enquête. Donc ils ont fait l'enquête, ils ont fait le travail, ils ont quand même eu pas mal de révélations dedans. Ça a été, ça a été, alors c'est assez marrant parce que ça n'a pas été le record d'audience. Bon, le record d'audience c'est Hanouna même de l'année, mais c'est l'une des meilleures performances en replay, Rachida Dati. Donc c'est ça qui est assez intéressant. On a rien appris. Vu son papounet Sarko, bah on a appris, on a quand même, ça a été fait avec Nouvelle Obs, hein, cette enquête de complément d'enquête. L'argent, 300 euros, qu'elle a eu de GDF, c'était quand même assez sympa, hein, quelque chose qu'elle n'a pas déclaré de manière illégale. Des bijoux qu'elle n'a pas déclarés à la haute autorité. Ensuite, on découvre il y avait un pacte pour la mairie, où en gros, elle arrive à la tête de. En fait, on le savait, mais là, tout ça est ultra documenté. Alors j'ai dit 300 euros. Non, non, je voulais dire 300 000 euros. 300 000. Enfin, 299 000 euros pour être précis. Elle aurait pu aller à 300 000 pour arrondir. Vouloir sa tête logique, c'est réussir grâce à sa position de ministre qui serait grave. Entre ça et le choix de réclusion des présentateurs de débat et des vestiges, je suis assez d'accord pour politique. En tout cas, le moustique. En tout cas, Rachida Dati n'a pas aimé, avait déjà traité de voyou complément d'enquête, n'a pas apprécié ce numéro de complément d'enquête, qui pointait du doigt aussi Agnès Buzyn qui avait refusé de faire alliance avec elle en 2020 lors des municipales de Paris et qui a raconté les SMS qu'elle avait reçus de Rachida Dati où elle a dézingué. Donc Rachida Dati n'a pas un très très bon portrait et notamment sur l'affaire des 300 000 euros, ça va lui piquer, ça va lui piquer. Euh,
le pacte de Macron aussi, ouais, tout à fait. Rachida, je l'aime bien dans les soirées électorales quand elle torpille tout le monde. Oui. Alors là, pour le personnage, c'est sûr. Mais Tristan, il y a été, il nous a proposé le sujet, il a subi la pression, et malgré tout ça, carton d'audience en replay, et c'est aussi la nouvelle consommation qui est assez intéressant. Mais qu'est-ce qu'on a appris? Salut Jay. Qu'est-ce qu'on a appris dans le Canard enchaîné? Et c'est pour ça que je mets un point d'interrogation, parce que le Canard enchaîné, voilà, on sait pas d'où ça sort, on sait pas comment ça sort. L'entourage de Rachid Dati a déjà démenti, mais on sait que l'entourage de Rachid Dati a demandé à des responsables à France Télévisions de se calmer sur le complément d'enquête, ce qu'ils ont dit, tant que les informations sont bonnes à France Télévisions, on a le droit d'enquêter. Ah oui, l'histoire du chien du kebab, bien sûr. Les SMS d'Ati, c'est tout un poème. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir celui d'Hortefeux, ouais, carrément. On a appris tous des voleurs, moins que Marine quand même. Ouais, c'est ça, exactement. Le cas enchaîné, c'est du off de politiciens qui ont un agenda politique. Aussi, bien sûr, pourquoi? Bien sûr. De toute façon, ça sort jamais nulle part. Et là, je pense que du coup, la petite phrase de Rachel Dati qui dit «J'aurai le scalp de Delphine Arnott après ce numéro complément d'enquête», il y a une possible que ce soit Rachel elle-même qui l'ait donné, pour ensuite le démentir, mais pour dire «Voilà, je te fais peur». Parce que, on revient un peu dans toute l'histoire avec Ernotte, Rachida et Ernotte, Rachida Dati et Delphine Ernotte, s'entendent plutôt bien depuis plusieurs années. C'est Hidalgo qui a donné les infos, très drôle. Ça fait plusieurs années qu'ils s'entendent plutôt bien. Et donc, Rachida Dati, là, elle a le projet de la réforme maudite de la réforme de l'audiovisuel, la grande holding, la fusion entre France Télévisions et Radio France. Certains pensent même que la réélection de Delphine Ernotte serait liée au fait qu'elle s'entende bien avec Rachida Dati et qu'au fait que Delphine Ernotte soutient la réforme de Rachida Dati. Donc, pour Rachida Dati, c'était super d'avoir une Delphine Ernotte. Et elle disait, je vais la nommer à la tête de France Média, donc la future grosse holding qui aura France Télé et Radio France, parce que pour vous dire, en gros, elle déteste Sybille Veil, Rachida. Donc elle s'est dit, je vais mettre Delphine. Mais là, elle découvre le complément d'enquête. Elle se dit, mais attends, mais alors là, c'est fictionnel, on n'a pas cette information-là, mais ceux qui disent que c'est Rachel Dati qui a aidé à ce qu'elle se fasse réélire, Rachel Dati doit se dire, si je l'ai fait réélire, elle se moque de moi. Elle se moque de moi. Mais en tout cas, bon, ça c'est hypothétique, on sait pas. Mais en tout cas, peut-être qu'elle ne va pas aider à ce que Delphine Ernotte soit à la tête de la grosse holding. Et en même temps, bah, ça rappelle ce que tu disais tout à l'heure, politique, ce côté un peu ORTF, euh, où du coup c'est la ministre qui choisit la patronne de l'audiovisuel public, qui n'est pas contente d'un programme et le fait savoir, fait des pressions pour que ça ne sorte pas depuis un moment. Euh, Ça rappelle que la redevance, elle servait à ça aussi, avoir de l'argent qui ne provienne pas des budgets, mais qui proviennent du coup de l'argent du portefeuille direct c'est le troisième mandat des Fanotes, ouais, qui proviennent directement du portefeuille des Français. Donc du coup, les Français pouvaient dire vraiment, ce sont mes impôts et l'argent, on savait comment le budgétiser à chaque fois. Hein. C'était vraiment pas difficile. Là, on est sur un nouveau modèle qui fait que demain, Marine Le Pen arrive au pouvoir, c'est privatisé direct. Ou alors, elle dit, Delphine, tu sors, on met Pascal Pro à la tête de France Télévisions et c'est lui qui prend le 20h de France 2 et on se pose pas de questions. Hein. Donc voilà, c'est un peu inquiétant, quand même, de se dire qu'une ministre veut le scalp de Delphine Ernotte, cette même ministre qu'on apprend qu'elle a récupéré 300 000 euros de bas de chiche par une entreprise qui ne déclare pas des bijoux à une certaine valeur, qui fait des magouilles déjà politiques plusieurs années avant, et ce qui s'interroge aussi sur son intérêt réel pour la culture. Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser quand on sait qu'on a déjà en ligne de mire une élection municipale 2 ans avant son arrivée dans son ministère. Donc tout ça interroge forcément. Merci Bulls de m'avoir suivi. Top. Donc tout ça, ça interroge. Sujet haute, tu peux pas mettre une couleur plus foncée en fond pour les commentaires. Euh, les commentaires, c'est à droite, c'est ça? Est-ce que vous les avez où les commentaires? Moi, j'arrive pas à savoir. Merci pour les tailles aussi, me follow. Elle vise la mairie de Paris, Hidalgo va lui s'abonner à la planche. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, elle fera ça.
Tcha tcha tcha. J'essaie de voir où c'est le... Est-ce que je peux voir les commentaires? Ah, mais c'est sur ma tête les commentaires, les gars. Parce que du coup, je suis sur le, je suis dessus. En fond pour les commentaires. Ah ouais, tu voudrais pas du, mais on peut, je sais même pas si on peut changer la couleur, hein. Ouais, on peut pas changer on peut pas changer la couleur de nos commentaires. Bah ouais, ouais, ça je m'y connais pas assez. Je crois pas qu'on peut changer la couleur. Parce que c'est du blanc sur du blanc. Bah c'est du blanc sur ma tête, ça va, non? Bon, sur ma, c'est pas grave si on gâche mon visage. À force de tourner la tête, vous voyez ma belle calvitie. Vous avez de la chance, hein. Mais ouais, je vois que c'est du blanc, mais c'est du blanc sur mon visage. En vrai, ça va encore. Oui, mettons en haut, comme pour l'Eurovision, ça avait bien marché. Ouais, après, là, l'idée, c'est vous montrer le truc qui est au-dessus. Moi, quand il y a ma tête, c'est... Enlève Dati. Ouais, mais si je mets... les commentaires, ils vont être encore plus sur du blanc, parce que moi, mon fond, le fond, là, où j'utilise le truc, il est blanc. On peut essayer, hein, mais ça reste du blanc sur du blanc pour moi. Là, au moins, c'est du blanc sur ma tête. Est-ce que vous avez forcément besoin de voir mon visage? Bon, ouais, on verra pas les messages. On refera. De toute façon, avec Pierrot, on réfléchit à d'autres lives comme on avait fait la dernière fois. On va essayer de faire les choses plutôt chouettes. Donc quand on fera des lives commentaires comme ça, euh, on inversera parce qu'on sera dans le rôle un peu de Johan Ryu. Non mais pour lire c'est chiant mais pas grave. Mais en fait je sais pas où tu peux parce que tu vois le blanc qu'il y a au-dessus là des pages Word, bah tu vas l'avoir directement et là tu pourras plus lire du tout les messages pour moi je pense. Ou alors je réduis, je peux remonter un tout petit peu, mais je sais pas si ça te fait vraiment un truc qui change. Non, c'est pas mieux. C'est pas mieux. On va passer à l'autre sujet. Je vais juste remettre ma tête. Tac, correctement. Hop là. Ouais, je me ferai un logo. C'est quoi? C'est le studio qui est derrière moi qui est. Tu montes en bas, tu montes et en bas tu laisses noir. Ouais, mais du coup vous voyez plus l'image. Les loups, tu vois plus l'image, tu vois plus l'image. Le studio est trop clair. Bah, je mettrai un studio. Attendez, bon, voilà, si on se le cherche maintenant, avant de passer au premier studio noir. On va changer le fond d'écran. On change le fond d'écran en direct. C'est ça le direct, les gars. On va se mettre un fond vraiment noir, un peu glauqui comme ça. Bon, on fait chose en direct, hein, on n'a pas peur. Alors, on va appeler le fond noir. Par contre, il faut juste que je le redimensionne. Tac, normalement, je peux redimensionner l'image. Je mets en 500 des deux côtés. Vous voyez toutes les coulisses. Moi, on peut pas dire que je suis pas transparent, les gars, hein. Et j'ai pas grand chose à déclarer, hein, si je... Alors, où est-ce que je peux changer mon fond? Là, ici. Non, non, pas d'habillage à LCI. En plus, ça plante tout quand je mets LCI. Alors, personnaliser, fond noir, enregistrer. Voilà. Merde, qu'est-ce que ça a fait? Je suis passé en noir et blanc, les gars. Euh... Alors, réinitialiser. Mais le studio des croquements de CNews. Voilà. C'est pas mal, là. Bon.
C'est mieux ou pas? Je suis dans les ténèbres. Bon, j'ai le t-shirt qui est blanc, mais après, là... eh ben parfait, voilà, on est dans les ténèbres. Wouhou. Ça fait. On fera des invocations enfin. On va passer. Là, c'est un bon petit live hein, qu'on fait là. On était quoi? 4, cinquième info. On en avait déjà parlé la dernière fois. On a déjà parlé la dernière fois, mais j'ai vu que ça vous plaisait pas mal et on va reparler audience. Vous savez, depuis le 6 juin, la numérotation a complètement basculé. Ouais, vous êtes tous dans les ténèbres de l'info et des médias. Depuis le 6 juin, les chaînes d'information ont basculé et la bataille des audiences des chaînes d'info a complètement été relancée. Ça fait déjà plusieurs mois que CNews était devenue la première chaîne d'information, selon le Conseil d'État, qui fait que je l'appelle chaîne d'information. BFM TV était derrière, mais comme LCI et France Info étaient classés à la 26e et 27e position de ta télécommande, de ta manette, difficile de s'en sortir. Depuis le 6 juin, l'ARCOM a décidé de regrouper les chaînes d'information. Donc on trouve sur la 13 BFM, sur la 14 CNews, sur la 15 LCI et sur la 16 France Info. À quand du changement sur France Info? Il est censé y en avoir cet été. On leur souhaite. Et donc il y a une nouvelle numérotation depuis le 6 juin et on se demande est-ce que ça a évolué. Déjà, globalement, l'audience progresse pour toutes les chaînes d'information. Ça, je vous donne l'info. Vous pouvez retrouver sur Pure Média et sur le Parisien aussi. Ils ont dû faire un article dessus. Mais l'audience des 4 chaînes progresse. C'est un bon point. C'est un bon point. Euh, Maintenant, qui est le grand gagnant? Donc on avait vu le premier week-end. Là, on regarde le deuxième week-end. Vendredi dernier, CNews était premier avec 4,6% d'audience. 4,6% d'audience. C'est énorme. C'est énorme. Je me demande même si ils n'ont pas récupéré une part de l'audience de Hanoun qui faisait de la télé. Parce que 4,6, ils vont bientôt, ils vont bien, de toute façon, ils sont quasiment première chaîne. Là, ils devaient être 4,6, c'était première chaîne de la TNT. Donc, ils sont première chaîne de la TNT. Et en plus, ils vont aller chercher des 5%, des 6%. Peut-être bientôt, ils vont passer devant M6. Donc, c'est news, c'est assez impressionnant. Donc, le vendredi, donc, on est encore en semaine. Il n'y avait même pas Pascal Pro ce jour-là parce qu'il était à l'enterrement de, j'ai oublié le nom, l'un des créateurs de Direct 8, Fib Labro, merci. Et donc on voit que BFM TV était à 3,4%, donc à plus de 1,3. L'écart, il est énorme, énorme. LCI était à 3,1%. C'est-à-dire que vendredi, journée de semaine, LCI a un écart de 0,3 points de PDA avec BFM TV. Alors, c'est noté, pour ça que je l'ai mis entre parenthèses, c'était aussi le jour de l'émission politique en prime time avec Jordan Bardella, qui a fait une très bonne audience, qui a fait, je crois, un demi-million de téléspectateurs un vendredi soir en prime time. C'est très rare. Parce que tout le monde n'a pas la troisième guerre mondiale. C'est vrai aussi, hein, bien sûr, t'as raison, le fou. Hein. Ça fait l'actualité, elle a joué aussi. Hein. LCI fait une belle remontée suite au changement de canal. Exactement. LCI semble vraiment profiter du changement de canal. Profiter aussi que elle lance des vraies émissions de soirée comme ça. Alors, BFM aussi, hein, ils ont fait une ce soir, sur l'Iran d'ailleurs. Mais là, ils ont fait une soirée spéciale avec Jean Bardella. Ils vont faire une autre, je crois, avec Jean-Luc Mélenchon qui arrive très très vite là, très bientôt, la semaine prochaine, quoi, ou cette semaine, la semaine prochaine, je sais plus. Et en tout cas, on voit que ça fait l'audience. Donc, SCI commence déjà à faire l'événement. C'est la marque. Bon, France Info 1-1, ça bouge pas. Mais SCI fait deuxième record d'audience depuis qu'elle est son deuxième record historique depuis qu'elle est arrivée à l'antenne, donc avec 3,1%. Donc c'est énorme. C'est pas encore le même phénomène pour France Info. Même si samedi 14 juin, donc là le samedi BFM en passe devant, CNews n'a pas une grille très musclée le week-end, hein, c'est important de le rappeler. BFM là s'en sort un peu plus et on avait une actualité qui était très forte et CNews est plus fort en semaine quand il y a des petits vieux à la retraite qui regardent qu'en week-end. Donc BFM repasse devant à 3-3, CNews 3-1, LCI 2-6 mais toujours au-dessus
de son objectif des 2%, hein. Et France Info fait quand même 1,4% avec son record de saison. Donc, on voit quand même que il y a une petite courbure. Pas folle, hein. Pas folle. Parce qu'à un moment, LCI France Info, c'était au même truc. CI, là, c'est à 2,6. Et surtout, on a hier le score assez impressionnant, du coup, de SCI, qui est à 0,1 point de la deuxième place. C'est la première fois que LCI est aussi proche des premières places. La toute première fois. Elle augmente de 0, alors c'est pas 0,8%, c'est 0,8 points de PDA. Sur une semaine, le dimanche, elle gagne 0,8 points de PDA. C'est incroyable, c'est énorme. On se rend pas compte de exactement. LCI est en train de faire un braquage, mais plus que ça, c'est plus qu'un braquage parce que ils sortent les armes, ils ont refait leur habillage, ils semblent quand même avoir un corps, une articulation de la chaîne qui est restée, on va dire, plus quali. Donc SCI, ça devrait pas beaucoup recruter. Ils ont recruté des experts sur les plateaux. Ils ont repris pour booster le week-end, mais on voit que le week-end ça grimpe. Comme il s'appelait Eric, mince, l'ancien de RTL. Je comprends absolument pas ce qui se passe à BFM. Bah, BFM, c'est assez compliqué parce que là, du coup, c'est pour la première fois, LCI est à un écart de 0,3 points avec le leader et théoriquement avec Brunet. Merci les gars dans le chat. Oui, il y a Polony aussi qui est en exclusivité, mais on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de, c'est pas des gros contrats, mais c'est un peu comme une bonne équipe de foot. Quand ça marche, t'as pas besoin de tout bouger. Faut que tu gardes quand même. Tu vois, c'est comme le PSG, il va pas beaucoup changer son équipe, bah c'est la même chose. Départ qu'un peu de la TNT, est-ce pas une grosse erreur? Non, je pense pas. Ouais, Eric Brunet, normal, essayé plus neutre qu'avant. En tout cas, dans son traitement de l'info euh, politique, internationale et maintenant qu'ils veulent sociétal, donc ces trois piliers. Non, sociétal, je dis n'importe quoi. C'est économie, parce qu'ils ont récupéré Nicolas Dose de BFM Business. Ces trois piliers-là vont incarner le LCI de demain, fait que bah ça fonctionne. Ça fonctionne. Et peut-être que demain, ou la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans un mois, en septembre, LCI va passer première chaîne le dimanche. Et là, ça sera vraiment le grand coup d'un monsieur qui s'appelle Thierry Tuilier, un grand professionnel des médias, qui est le patron de l'info du groupe TF1, mais qui est venu, c'est lui qui a vraiment relancé cette chaîne LCI à sa manière, en comprenant le public, en essayant de chercher un public CSP+, qui se veut expert, qui est dans l'expertise, et, euh, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est très dur pour BFM TV, qui a perdu beaucoup de journalistes, mais qui a encore beaucoup de journalistes, qui est quand même une machine qui a des grandes rédactions, qui est déployée un peu partout en France, qui donne du travail. Euh, on- Moi, je peux pas me réjouir d'un BFM qui coule parce que c'est triste pour le secteur, parce qu'il y a beaucoup de journalistes dedans qui essaient de faire leur travail du mieux qu'ils peuvent. Ils sont un peu plus incisifs, SCI, je trouve, non. Ouais, c'est possible. Perso, j'en regarde aucune chaîne info, c'est que la propagande pro-Israël, pour Olfou. Euh, alors, c'est assez intéressant ce que tu dis, Olfou, parce que c'est vrai qu'il manque. Alors, j'irai pas aussi loin que toi, mais c'est ton opinion, hein, c'est pour ça que je la respecte, hein. Mais je trouve qu'il manque beaucoup quand même de personnalités pro-palestiniennes. C'est-à-dire que on a des hommes politiques hein, qui le sont, on voit très bien avec la France Insoumise notamment, qui s'est énormément engagé là-dedans, et en tout cas tout le courant qui l'entoure. Euh, mais, et de Villepin, mais tant mieux, il faut. En fait, si à un moment donné, si être pro-palestinien, c'est être contre le fait que des bébés meurent, je pense qu'on l'est tous. Mais on manque d'experts en plateau qui vont être justement anti-politique israélienne. Très important. C'est pas, moi si je fais une critique des décisions que peut prendre Israël, je parle du gouvernement israélien. Je parle pas du peuple. C'est comme si moi je critique Macron, je critique pas les Français, je critique la politique menée par Macron. Et heureusement, donc c'est la même chose, c'est ça qui est très important. Et il manque de personnalités pour moi qui critiquent la politique de Benjamin Netanyahou. Et je trouve que ça manque. Pas suivi les raisons de l'éviction d'Eric Brunet de BFM et de RTL. De BFM TV, ça ne marchait pas.
ça ne marchait pas du tout. Sur RTL, ils voulaient changer. Il n'y avait pas spécialement de raison. Ça prenait pas, ça, il a pas réussi à récupérer l'audience de pro qui a quitté RTL, et donc ça prenait pas. Des infos de Pascal Tour du Pin autour de BFM, comme dit un rumeur. J'ai pas d'infos sur Pascal à Tour du Pin pour te dire, mon cher François. J'ai pas d'infos. J'ai vu passer cette rumeur, je sais même plus qui l'a sorti. Mais moi j'ai pas d'informations du tout, donc je peux pas te dire de bêtises. Les chaînes d'infos, trop anxiogènes, je regarde plus depuis très longtemps. Bah, je comprends aussi, je comprends. Hein. Tu sais qu'il existe autre chose dans le monde que ce conflit, dit Olfou. Regarde comment il chiale pour les morts israéliens et rien pour les Gazaouis. Mais c'est ce que je te disais, Olfou. Ça va reprendre à la rentrée pour BFM TV. Bah, ça va être le sujet qu'on va aborder juste après. Euh, Tac, tac, tac. Il suffit de voir les infos avec l'attaque sur l'Iran. Ouais, tu passes du canal 26 au canal 15 à côté des autres chaînes, c'est le top pour essayer. Bah, je pense que c'est eux qui font le meilleur change gamer, quoi. La meilleure réussite, la meilleure mutation de chaîne, c'est du coup, je pense que c'est LCI. Ce manque surtout de partialité, BFM TV va couler parce qu'ils ne sont pas neutres. C'est un média propagandiste pour Purple Girl. Euh, Après, c'est toujours difficile d'être neutre. Hein. Après, il faut voir ceux qui sont pros par conviction ou électoralisme. Tout à fait aussi, oui, bien sûr. Mais ça, après, c'est de l'analyse. Ça, c'est de l'analyse des médias à faire. Hein. Ah, c'était Clément Garin. Bah, vous savez ce que je pense, moi, de Clément. Des fois, il a des très bonnes infos et des fois, il se trompe complètement. D'ailleurs, il a sorti récemment une très, très grosse fake news qui fait beaucoup de mal. Et Yves Calvi, Yves Calvi, on sait pas du tout où il va. Hein. On sait pas. La Tour du Pin ferait bien de rentrer à Hard News, elle file un mauvais coton. Ouais. Il y a quoi comme rumeur sur les arrivées sur BFM TV? Eh bah, Sarah 11, tu me fais là une excellente transition. Je termine de lire, mais je vous montre. De la Tour du Pin, elle a lavé la sauce Bolloré, elle ne reviendra pas sur BFM TV. Tout est possible dans les médias, hein, tout est possible. Mon pays, il a merdé Clément sur Secret Story. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah, de la Tour du Pin, je sais pas du tout. En vrai, je pourrais pas vous dire. Je- Moi, je pars du principe que dans les médias, tout est possible et on n'est jamais mort et on peut toujours revenir. Et les amis d'hier sont les ennemis de demain et inversement. Mais j'ai aucune info et aucun truc sérieux dessus. Rien de choquant. Aux USA, Fox News, CNBC, CNN ont fait des choix politiques. Ah, mais le le problème, c'est pas de. En fait, souvent la critique qu'il y a des chaînes d'information, c'est surtout qu'elles sont souvent sur la même ligne, plus que le fait qu'elles soient diverses et pluralistes. Alors, BFM TV, LCI invitent quand même, voilà, des politiques de tous les partis. Il faut reconnaître que le travail des journalistes et de France Info évidemment est globalement bon. On arrivera toujours à pointer. Merci user de me suivre. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, ceux qui sont pas abonnés à suivre pour donner de la force. Mais il y a toujours, il y aura toujours des choses à critiquer sur les chaînes. Je l'entends complètement. En revanche, bah merci Thomas et Bala, El Bala. Euh, En revanche, il y a quand même beaucoup de travail de journalistes qui sont sur le terrain et c'est ça qui est assez intéressant. Moyenne d'âge 57 ans pour BFM, 62,8 pour France Info, 64 pour CNews, 66 pour LCI. Bah c'est pas très étonnant. On est sur une fourchette quasiment vieille pour toutes. Quand même, il y a 10 ans d'écart entre BFM et LCI. Ah ouais, t'es radical le Templier. Léa Salamé, elle reste pas sur France 2. Alors, Léa Salamé. On aborde le sujet. Léa Salamé. Euh, alors, j'avance juste un peu comme ça pour vous la mettre en pleine face. Léa Salamé, il y a quelques mois, Le Parisien déjà, sortait l'information comme quoi elle avait déjeuné avec Rodolphe Saadé, l'actionnaire du groupe CMA CGM, qui détient CMA Media, qui a racheté BFM TV RMC, et donc Rodolphe Saadé, qui est d'origine euh, du même pays que celui de Léa Salamé. Euh, Vous allez m'aider. Ça marche bien, quelle époque? Ouais, libanaise, merci. Il semble que ce soit un peu pour ça, Rodolphe Sadé. Merci, putain, vous êtes trop fort. Je vous lance des quiz, vous êtes trop chaud dans le chat. Euh,
son talk, elle partira pas pour moi. Ok, je comprends, Jay. Et donc, ils se rencontrent, et donc, Rodolphe Saadé, il a pour mission, lui, il veut que BFM TV, ça marche. Il a demandé à Namias de s'en occuper, mais visiblement, il se rend compte que Namias, il n'arrive pas à tirer le chaland. Ils avaient essayé de récupérer Sonia Mabrouk, Anne-Sophie Lapix, bref, plein de stars, ils n'y arrivent pas. Ils ont besoin d'étendards, de personnes qui vont pouvoir essayer de relancer un peu cette audience-là. Et donc, ils se sont dit, je vais essayer. Ton live n'est pas, oh non, ils ont vu, putain, ils ont cru que c'était un extrait de quelle époque. Bon, de toute façon, on terminera sur ça. Euh, et donc, du coup, là, elle a été approchée par BFM TV qui lui proposait l'access de BFM TV. On a vu pour Ruquier, ça n'a pas marché. Après, c'est différent. Ruquier et Léa Salamé est une journaliste. Léa Salamé, elle a du coup aujourd'hui deux choix. Ce que je vous vois, donc c'est vraiment là, c'est les informations du Parisien. Elle a deux choix. Soit aller sur BFM TV, on lui propose un pont en en or massif, vraiment, une possibilité incroyable pour pour Léa Salamé, c'est-à-dire un gros chèque, une quotidienne en access, un 19h-23h. En tout cas, il précise un access entre 19, enfin un talk entre 19h et 23h. Donc la possibilité d'avoir une énorme émission et aussi le challenge de se dire c'est elle qui va relancer BFM TV. Donc il y a tout ça. Savoir que Léa Salamé, elle vient du Tout Info, formée à Public Sénat, elle a été sur iTélé, c'est quelqu'un qui a fait énormément d'infos pendant des années et des années. Difficile de trancher à sa place, je comprends, mais France 2 écrase BFM en audience, c'est sûr. Mais après, il y a ce truc de se dire, je donne vraiment l'argument de BFM TV. Le challenge de dire, bah, sur France 2, j'ai tout fait. France Inter, j'ai été l'interview la plus écoutée de toutes les radios confondues. France 2, j'ai animé un talk, j'ai relancé le samedi soir, j'ai fait un débat entre deux tours, j'ai fait la politique, j'ai interviewé tous les hommes politiques du moment, j'ai tout fait. Donc, elle tourne un peu en rond, la politique, l'info, elle aime ça, elle peut se dire, mon challenge, c'est aller sur BFM TV, je vais être la dame qui va sauver BFM TV. Qui plus est, aller sur BFM TV pour, je sais pas, un quinquennat, 5 ans, c'est pas tant un problème. Elle est jeune, elle saura encore se dire peut-être que dans 10 ans, elle sera sur TF1 ou elle reviendra sur France 2 ou fera comme la PIC, ça sera sur M6. Une carrière, c'est long et elle est encore jeune. Donc, Léa Salamé peut très bien aller sur BFM TV. Peu importe la chaîne en 2027, elle va devoir stopper vu son mari, donc elle risque de partir dit poulet de taille. Et bah, c'est la bonne transition parce qu'en effet, moi, la raison pour laquelle je pense qu'elle n'ira pas sur BFM TV, la vraie raison, pour moi, c'est Raphaël Glucksmann. Que deviendra Paul de Saint-Sanin et ouais, Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann ne cache pas ses ambitions pour 2027, ou en tout cas ne cache pas son envie de s'investir dans la campagne présidentielle de 2027. Ça, il le dit. Et leur relation amoureuse et leur relation, le fait qu'ils ont un enfant, est publique. Donc tout le monde le sait. Donc s'il se lance dans une campagne, Léa Salamé ne pourra plus animer sur BFM TV. Bah demande-lui si Paul est toujours dans le live. Tu penses qu'il est dans le live, Paul de Saint-Cernin? Et donc du coup, forcément, pour Léa Salamé, ça sera un peu plus compliqué. Il ira voir son coussin de Villepin. Donc forcément, pour Léa Salamé, ça va être compliqué de rester sur BFM TV. Et moi, ma petite théorie, c'est aussi qu'elle a fait fuiter un peu les informations euh, comme quoi elle irait sur BFM TV pour pouvoir entrer et peser dans les négociations avec France Télévisions. Parce que sur France Télévisions, ils ont quand même, elle a quand même pour ambition de continuer à y rester, voire même de négocier des nouveaux projets. Et donc, France Télévisions, comme ils ont pris au sérieux ce projet d'aller sur BFM TV, ils leur auraient proposé, moi je dis du conditionnel, j'ai pas cette info, donc c'est que le Parisien, mais je cite le Parisien, c'est le Parisien, Paul est dans le live. Mais non, il est pas dans le live. C'est vrai, c'est connecté 5 minutes, c'est énorme. Mais en fait, faut savoir, je me suis fait là, j'ai pris une photo et en fait, je viens de me rendre compte que dès que c'est une capture d'écran, je me fais bloquer par le logiciel. Donc, je suis plus référencé sur TikTok.
Donc c'est pas que les gens sont partis. Paul est dans le live, regarde dans tes spectateurs. Mais Polo, Polo, s'il veut nous dire. En plus, on l'aime beaucoup, on l'a défendu la dernière fois sur l'affaire Louis Sarkozy. Ça fait plaisir de l'avoir. On a des stars. Vous voyez, il n'y a pas que les gens du chat, les stars de ce live. Il y a aussi celles qui viennent. Sors une info, Paul. Le pauvre, vous l'avez trouvé comme ça. Mais moi, je pense honnêtement, pour le peu que je connaisse je t'envoie la capture sur Twitter. Et trop fort, c'est bon, ils l'ont vu. Bah, le peu que je connaisse de Salamé, je la vois pas partir. Justement, j'ai donné les arguments de BFM TV, mais je la vois pas partir. Alors, pas forcément, je la vois pas forcément, elle est aux 20h de France 2. Bon, on sait pas si c'est week-end, semaine. Ça l'a jamais trop fait rêver, mais je la vois bien dans des nouveaux projets. Quelle époque, c'est quand même son petit bébé. Donc il y a Paul dans le live, mais il le sait, et il a l'air de s'éclater comme pas possible. Et quand même, ils ont réussi avec Christophe de Chavannes, puisqu'il faut aussi rappeler Christophe de Chavannes, à relancer cette tranche du samedi soir. Et ça, c'est quand même assez fou. On l'a pensé quasiment morte. Pour Catherine Barma, elle disait même que la vie se faisait maintenant uniquement en replay, plus personne ne viendrait un samedi soir jusqu'à 2 heures du matin. Et en fait, Léa Salamé, elle l'a prouvé, puisque cette saison, appelle-la... non, mais Poplitique, t'es pas possible. Je suis sûr que si je vérifie, c'est vrai en plus. Je ne montre pas les numéros, hein. Putain, t'es fort. Mais non, mais je sais pas qui t'es. Ou alors t'es Delphine Arnaud, je sais pas. Euh, donc en vrai, elle a signé sa meilleure audience depuis son lancement sur la saison. C'est sa meilleure saison. Donc l'émission, elle ne fait que monter. Donc il y a peut-être la vocation de se dire, est-ce qu'on partirait pas sur 5 ans, enfin sur quelque chose d'assez conséquent quand même pour quelle époque, qui peut être vraiment un super projet quand même. Ensuite, il y a la question du 20h. Moi, je me dis, serait peut-être un peu bizarre, et c'est vrai que, ou alors peut-être juste le week-end. Le week-end, ça lui permettrait d'avoir un agenda un peu plus serré quand même, mais ça serait quand même rajouter une activité supplémentaire. Il a mis des étoiles dans les yeux de Léa. Il y a peut-être le Prime qui bousque à l'époque. Ouais, mais pas que. En vrai, Zelig, pour arriver à conserver des téléspectateurs jusqu'à 2 heures du matin et avoir une moyenne qui est toujours assez haute et être au-dessus de 20% de PDA à chaque fois, il y a une qualité quand même. Et pour le coup, il se passe des choses. La force de Léa Salamé, c'est arriver à créer l'événement, à créer quelque chose. Alors c'est vrai que c'était le sketch quand elle avait fait. On a vécu un événement quand elle était sur France Inter. Euh, mais clairement, je pense que le 20h, ça peut un peu la brider. Léa Salamé, qui a quand même l'habitude d'avoir son petit ton à elle, sa petite manière de sortir des punchlines, des phrases, et de se lâcher le prompteur, c'est quand même une qualité qu'elle a. Donc, est-ce qu'elle conserverait vraiment cette liberté-là aux 20h? Peut-être, elle pourrait même révolutionner ce format. On est bientôt fin juin, est-ce que les grilles de programme en sont déjà bloquées pour la rentrée? Pas du tout, pas du tout. Ça se négocie tout le temps et je pense que c'est comme le mercato foot. Le mercato télé, c'est comme le mercato foot. Et là, ça joue. Chacun essaie de peser. Voilà. Et à Salamé, si elle veut rester sur BFM, sur France Télévisions et peut-être essayer d'avoir quelque chose, il y a peut-être moyen de dire oula, je vais peut-être aller sur BFM TV. Dans les débats, tout ça, ça fait vraiment peser l'un et l'autre. Donc vraiment, tout est possible. Maintenant, il y a aussi le projet France Inter. Elle est à la matinale. Elle n'a plus la même tranche qu'avant. Qui aujourd'hui, même l'interview de 7h50 est reprise par Benjamin Duhamel, comme vous connaissez. Et Benjamin Duhamel est quelqu'un qui s'entend plutôt bien avec Léa Salamé. Donc, c'est une équipe qui pourra plutôt bien se former. Mais le truc, c'est que si Léa rejoint BFM TV, il serait difficile d'imaginer qu'elle puisse continuer sur France Inter le matin. Donc, qu'à l'époque, c'est direct non. Qu'à l'époque, c'est enregistré le vendredi soir. Par contre, ça veut dire de stopper début juin l'émission. Bah ouais, ouais, c'était un choix. C'était un choix. C'était un choix. Mais je peux comprendre la frustration et qu'il y aurait, je pense, encore pas mal de choses à dire. Il y a encore pas mal de choses à dire. Euh, mais ouais. Pourquoi ça, j'ai pas du tout l'information. Mais parce que c'était quand même
bah, l'actualité du samedi soir, quoi. C'était le moment. En vrai, moi, quand je bossais même à Pure Média, on savait que s'il y avait toujours au moins une séquence à reprendre, il se passait toujours au moins un truc. Et là, en ce moment, des fois, là, sur mon compte TikTok, je mets des contenus sur On n'est pas couché. Là, je veux pas mettre trop de quelle époque parce que c'est trop récent. Mais dans quelques années, des séquences de quelle époque resteront marquées dans le marbre. Elles resteront. C'est assez intéressant pour l'avenir. Et faire que 3 ans, c'est un peu tristou. C'est un peu tristou. Elle est la queen du samedi soir, elle pourrait être la queen du week-end. Et donc récupérer le 20h. Elle pourrait avoir des nouveaux projets sur France Inter aussi. Donc, il y a quand même une belle opportunité. On glisse doucement vers le modèle des saisons américaines. C'est vrai, t'as raison aussi. T'as raison, t'as raison. Mais on a encore voilà des quelle époque qui sont des quotidiens qui sont encore à l'antenne et et en général on s'arrête fin juin. De Chavannes va revenir ou elle est mieux sans lui. Alors ça je sais pas, je sais pas. Paul, tu nous donnes une petite info à quelle époque c'est vraiment pas mal. Non, ouais. On prend pas en otage les invités qui sont dans le chat. À part s'ils sont invités, qu'on peut discuter avec, et à ce moment-là, on peut lui poser une question. Mais une question, donne-moi une info. Il y a... Quand on est journaliste, il n'y a jamais personne qui nous répond. Mais on peut demander à Paul juste nous dire bonjour, ou nous dire comment il a pensé la saison qu'il a passée, qui a été quand même, je trouve que c'était pas l'idée et c'est pas pour te cirer les bottes parce que t'en as pas besoin. Mais il est monté en gamme. Déjà, moi, j'avais fait Salamé en interview, bah, du coup, la saison dernière. Euh, je l'avais fait la saison dernière et je trouvais déjà que la saison dernière, il était meilleur que la saison d'avant et que là, c'est crescendo, crescendo. Après, je pense que comme Bafi, il doit y avoir des vannes qui sont, qui sont, qui sont coupées au montage. Mais Léa m'avait dit pas beaucoup, pas beaucoup, pas tant que ça, pas tant que ça. De Chavannes, honnêtement, c'était pas ouf, il faisait la gueule. Mais je trouve qu'il apportait quelque chose, Mackenza. Bon, après, c'est chacun son avis. Je cherche le live de Polska, c'est ici. Bah, elle arrive, mais beaucoup plus tard, c'est après minuit. C'est vrai. Bah, voilà, tu vois, t'as fait des euros ici. T'as fait des euros. Mais ouais, donc, Léa Salamé, moi, je pense, du coup, qu'elle devrait rester sur France 2, qu'elle devrait garder quelle époque. Elle va faire son choix, elle fera son choix, et je pense que son choix sera juste parce que si on retrace un peu toute sa carrière, ça a toujours été des choix qui ont toujours été bons, qui ont toujours été dans le bon sens. Donc il y a vraiment pas trop de raisons. Mais maintenant, vers où vers où elle va aller, ça je peux vraiment pas dire. Il y avait une année, elle avait failli, je crois, rejoindre RTL. Donc c'est vraiment tout est possible. Et finalement, elle reste quand même à France Inter, qui est sa maison, là où elle a créé quelque chose. Et puis, il faut savoir que elle a une forte, on va dire, une amitié ultra puissante avec Nicolas Demorand. Et que est-ce que Nicolas Demorand accepterait de, de rester si Léa Salamé euh, venait à partir? On ne sait pas. Tu cherches aussi des infos, Paul. Bon, il doit savoir des choses. Il doit savoir. Bah, en vrai, la vraie question qu'il doit se poser, lui, et que je ne pourrais pas lui donner parce qu'il l'a bien vu, c'est que Léa, si elle quitte France 2, quelle époque ne pourra pas survivre? En fait, quelle époque, c'est Léa Salamé. Donc, si Léa Salamé décide d'aller sur BFM TV, bah Paul, il peut se dire, il y a moyen que va falloir vendre des billets pour aller pour terminer à la fin du mois de spectacle quoi. Non mais c'est que peut-être qu'ils vont revoir aussi le samedi soir et que ça va être quelque chose qui va être adapté et qu'il y aura aussi des conséquences et aussi des équipes. Ces équipes de Winter, de Régis Lamada Roda, si je me trompe pas, très très bon producteur d'ailleurs, avec Hugo Clément qui sont derrière quelle époque. Donc voilà, est-ce qu'il faudra leur trouver une alternative à avoir? C'est ça qui est un peu compliqué. Et qui justement pour reprendre quelle époque? Moi, je pense que personne ne peut reprendre quelle époque. C'est comme on n'est pas couché, c'est Ruquier, quelle époque c'est Léa Salamé. Et que si elle devait quitter France 2, pour moi, il y aurait une nouvelle émission.
un nouveau, on resterait peut-être dans du talk, mais ça serait un nouveau visage, un nouveau titre, un nouveau format et un nouveau pôle. Je pense à peu près que ça, ça fonctionnerait comme ça. Euh, bah, en vrai, moi, si je devais faire une hypothèse, il y aurait peut-être un Hugo Clément, toujours peut-être avec le même contrat, vu que c'est la même production, qui pourrait se retrouver derrière. Mais je trouve vraiment, je pense pas qu'elle irait sur mais on pense pas non plus. On pense pas. Faut pas lui mettre la pression. Je pense que ça va pas être facile. C'est des choix de vie aussi qui sont particuliers, qui sont très engageants. Et elle a toujours joué à l'instinct. Mais c'est à vous, c'est resté avec des présentatrices différentes. Ouais, mais parce que c'est à vous, c'est un format. Alors d'ailleurs, on pensait pas au début que ça allait fonctionner aussi longtemps. Au début, sans Alessandra Sublet, c'est monté avec la Pix. Et puis là, aujourd'hui, avec Babette Lemoine, elle l'a quand même fait passer dans un nouveau cap. Donc il y a aussi une possibilité. Évidemment que les Assamé sur BFM seraient de la gueule, la Kenza, je suis d'accord avec toi. Non, bah, je pense pas que la SDJ ferait un communiqué parce que bah, Léa, elle a pas de. Ça reste une journaliste, elle a pas de casserole, c'est pas Barbara Lefebvre, hein, comme on en a parlé tout à l'heure. Barbara Lefebvre, c'était problématique. Léa, bah, non. Alors, il y a eu des polémiques dans son émission, on lui aurait peut-être, ouais, sur l'alcool avec Artus, mais on est quand même sur de la micro-polémique, et ça reste quand même quelqu'un qui sait poser des questions, qui a le sens de l'actualité, qui a le sens de l'information. Donc ouais, on est avec très clean. Bah, Beth Loman sur quelle époque? Non, je pense pas. Mais je pense qu'il faut quelqu'un en mesure de faire le pont entre la culture et la politique. C'était déjà la force de Ruquier, de faire coexister la culture et la politique dans une même émission. Et donc, s'il devait y avoir une émission le samedi soir, c'est ce que faisait aussi Ardisson, hein. Euh, la Pix, elle va aller où d'après toi? Bah, elle va sur M6. On sait, Zelig. C'est ce qu'elle fait sur cet avou. Ouais, mais sur cet avou, elle est épaulée d'un Patrick Cohen. Elle est épaulée d'un Patrick Cohen, de toute une équipe. Euh, Exactement, Karim. Ouais. Bah, ça me fait plaisir de dire. À part fait péter le décotelé. Alors, je vous le préviens. Si Léa Salamé décide d'aller sur BFM TV, on se fait une spéciale Léa Salamé. On revient sur toutes les séquences phares. Mais par contre, venez, vous restez parce que l'algorithme il va me bloquer parce que je vais mettre des séquences. Mais on se fait une spéciale Léa Salamé, un moment de grâce. Vous êtes sérieux quand on dit ça à François Hollande? Et elle a quand même créé des moments télé qui étaient assez fous. On parie, elle ira pas. Non, mais de toute façon, on est là pour argumenter. Elle va sur M6 avec Hanouna. Non, mais ça, c'est la Pix. C'était la SDJ de France Inter qui avait pointé l'éventuel cumul de Duhamel avec BFM TV. Tout à fait politique. Exactement. Bah, de toute façon, Salamé, elle ne cumulera pas deux quotidiennes sur la journée. Sur la saison prochaine, ça c'est sûr. Elle a quand même, elle a quand même un gosse et il faut quand même passer du temps. Après, bien, quand tu le fais aussi. Ouais, bah, c'est assez compliqué. C'est pas que sur Instagram, j'ai fait des stories. D'ailleurs, sur Instagram, on fera. Je l'ai pas fait encore, mais je vais faire des stories où on pourra voter pour la meilleure animatrice, meilleur animateur, meilleur journaliste, meilleur humoriste. On mettra Paul. J'espère que vous lui donnerez de la force du coup. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ceux qui sont là. Et l'Instagram est sur mon compte TikTok. Et on mettra et on fera une petite soirée un peu de fin de saison. Je pense plutôt en juillet quand on aura aussi les audiences radio. Donc c'est un moment qui sera bien fort. On fera des lives aussi PSC audience radio. Donc on aura vraiment, on fera la totale comme ça. Et je pense que ce sera une soirée qui sera assez marrante. J'essaierai de faire venir Pierre-Yann Mazari, Pierrot Lahune qui a trouvé du taf lui, donc c'est chouette. C'est pour ça qu'il y a moins de vidéos. Mais je pense qu'on fera une spéciale fin d'année comme ça. Et on verra qui votera. Donc ça, les gens qui votent sur Instagram, parce qu'on peut pas organiser de vote sur TikTok à l'avance. Mais je vous donnerai les dates. Je ferai peut-être une petite vidéo pour vous annoncer ça. Bonjour, ce qui propose Léa Salamé en haut de l'affiche, c'est lorsqu'elle a été chroniqueuse de Laurent Ruquier. Ouais, après Léa Salamé, c'est une montée comme ça. Ah, pas mal la catégorie chaîne du mercato, François. Parce que moi, je voulais faire un truc classique, comme à l'époque de Pure Média, où on mettait les TV Notes, chaîne de l'année, chaîne TNT. Je voulais faire, ouais, de toute façon, les coups médias. Le coup média, c'est M6, hein. Le fou rire d'Olivier Goya avec Jarry et Quenard va repasser pendant longtemps. Ah, je me souviens pas de ça. Mais du coup, t'as déjà des refs et c'est cool. J'avoue que moi, je suis tellement l'époque Ruquier. Comme ça, acheter les droits pour la Coupe du Monde, je sentais qu'ils allaient faire gros. Ouais, je préfère Polonium et Punum. Ok, t'as le droit à Templier.
Ouais, bah ils ont fait il y a pas mal, il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes. On pourra faire aussi le plus gros dérapage de la saison. Bref, il y aura pas mal de choses sur lesquelles on va pouvoir revenir. Je pense ça pourrait être assez intéressant. Euh, donc ouais, ça va être chouette. Là, je vais continuer à faire des petites vidéos. Je pars encore 5 jours. C'est vraiment des alternances, hein. Je pars 5 jours la semaine prochaine en Crète. Il y aura peut-être un live en fin de semaine. Ça va dépendre de l'actualité aussi, hein, parce que là, on a eu pas mal d'actu. Ça dépend de l'actualité. Je pars en Crète 5 jours la semaine prochaine. Ensuite, je suis de retour. Puis ensuite, je suis avec l'association d'éducation média Lumière sur l'info, où je pars de Blois jusqu'à Limoges à la rencontre des citoyens dans la rue avec un énorme camion jaune. On va faire l'éducation média, un peu ce que je fais en live, mais irréel, en vrai. Donc ça va être aussi, je vais faire ça, donc c'est un peu chouette. Ça me permet aussi de toucher un peu de pépette. Et puis là, on a dépassé les 7000 abonnés. Peut-être qu'on va arriver aux 10 000 et aux 10 000, on verra bien comment ce sera par la suite. Et s'il y a un employeur qui passe par là et pour qu'on collabore ensemble avec un jeune journaliste qui perd un peu ses cheveux quand même, hein, mais qui essaie de faire son mieux, il va peut-être se passer aussi. Je serai peut-être dans le mercato, comme je dis à chaque fois. Olivier Amine, je vois bien sur un camp de talent. Moi aussi, sur lequel il a le profil pour. Un groupe M6 qui récupère Noël et Lapix, ils ont fait fort, et Olivier Mine. Clairement, c'est la 6 qui fait le meilleur mercato. Ouais, tout à fait. Tout à fait. En tout cas, la saison prochaine, la rentrée prochaine, elle sera très, très, très intéressante. Bah, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. On termine, comme d'habitude, avec un petit générique. Comme on a l'ami Polo qui est dans le live, on va partir sur le générique de quelle époque, évidemment. Je vous embrasse tous, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde.